Quand son fiancé s'est enfui, elle a cru que tout était fini. Mais son père milliardaire, voyant sa douleur, lui a offert un refuge interdit. De cette ruine est né un amour que personne n'aurait imaginé. Et toute la famille paierait pour l'avoir traité comme une moins que rien. Commentez ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Et laissez un like et abonnez-vous. La robe blanche pesait plus qu'elle n'aurait dû. Non pas à cause du tissu, ni des couches de tulle importées que Constance Valois avait insisté pour choisir personnellement, mais à cause du poids de tout ce que ce moment représentait. Ayla Moreau ajusta son voile pour la 10e fois, observant son reflet dans le miroir de la sacristie. Ses yeux marrons, d'ordinaire fermes et décidés, brillaient maintenant d'un mélange de nervosité et de quelque chose qu'elle hésitait à admettre. Le doute. Dehors, l'église historique de Paris grouillait de 200 invités. L'élite parisienne était là, au grand complet, assise sur des bancs d'acajou centenaires, vêtue de ses plus beaux atours et de ses masques sociaux les plus raffinés. Ayla connaissait bien ces masques. Elle avait appris à les identifier pendant les 2 années où elle était sortie avec Thomas Valois, héritier de l'empire du BTP qui érigeait des gratte-ciel dans tout le pays. Elle n'était pas née dans ce monde. Elle venait d'une cité de la banlieue nord de Paris, fille d'une couturière et d'un maçon mort quand elle avait 12 ans. L'architecture était entrée dans sa vie comme un rêve impossible, nourri par les magazines que sa mère rapportait des maisons où elle travaillait. Ayla regardait ces pages glacées et y voyait plus que des bâtiments. Elle y voyait des possibilités, des ponts entre les mondes, la chance de construire quelque chose, de plus grand que le destin qui lui avait été assigné. Sa bourse d'excellence à la Sorbonne, elle l'avait décrochée avec une rage de vaincre. Littéralement. Des nuits blanches, 3 emplois simultanés, l'humiliation quotidienne d'avoir toujours les vêtements les plus simples, le matériel le plus usé, le regard le plus fatigué. Ses camarades de classe arrivaient en voiture de luxe, discutaient de voyages à New York et à Rome, pendant qu'elle partageait son repas avec 2 autres boursiers dans un coin de la bibliothèque. L'élitisme du secteur était un mur de béton armé, mais Ayla avait appris à le percer, avec intelligence, travail et une résilience qui impressionnait même ses professeurs les plus sceptiques. C'est à l'université que son talent a vraiment commencé à briller. Des projets de logements sociaux, une utilisation intelligente de matériaux durables et à bas coût, des solutions architecturales qui dialoguaient avec les besoins réels des gens ordinaires. Tandis que ses camarades dessinaient des villas et des immeubles de bureaux luxueux, Ayla concevait la dignité. Et c'est exactement ce qui a attiré l'attention de Thomas Valois lorsqu'il a visité une exposition de travaux universitaires lors de sa dernière année. Thomas était tout ce qu'Ayla n'avait jamais imaginé avoir. Grand, élégant, avec ce sourire facile de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il s'était arrêté devant son projet, un complexe d'habitation modulaire pour zones à risque, et était resté là de longues minutes. Quand il a finalement parlé, c'était pour poser des questions techniques étonnamment intelligentes. Ayla a répondu avec la passion de celle qui croit en son travail, et quelque chose s'est produit à ce moment-là. Quelque chose qu'elle a interprété comme une connexion authentique. Leur relation fut rapide, intense, cinématographique. Thomas l'emmenait dans des restaurants où elle n'était jamais entrée, la présentait à des gens dont elle ne connaissait les noms que par les magazines, parlait d'un avenir où son talent serait reconnu et valorisé. Ayla s'est laissée emporter. Après tout, ce n'était pas seulement un homme qui la courtisait, c'était la validation que ses efforts, son talent, son intelligence auraient enfin la place qu'il méritait. La famille Valois était une autre histoire. Olivier Valois, le patriarche, était un homme d'une 60aine d'années, les cheveux grisonnants impeccablement coiffés, les yeux semblant calculer la valeur de tout et de tous. Constance, sa femme, était le portrait de la froideur aristocratique, toujours impeccable, toujours distante, toujours avec ce demi-sourire qui n'atteignait pas les yeux. Et il y avait Marthe, la tante de Thomas, une femme amère qui semblait garder rancune de choses qu'elle-même ne pouvait nommer. Lors du premier dîner à l'hôtel particulier des Valois, dans un quartier huppé de Paris, Ayla sentit le poids du jugement. Constance l'examina de la tête aux pieds, nota chaque détail de la robe qu'Ayla avait achetée dans un grand magasin, chaque hésitation dans l'utilisation des couverts en argent, chaque mot choisi avec trop de soin. C'est Constance qui, au milieu du dîner, demanda avec une fausse innocence quelle était exactement la profession de la mère d'Ayla.
Couturière, répondit Ayla la tête haute, et la meilleure que vous pourriez engager si vous vouliez quelque chose fait avec amour et perfection. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Olivier se racla la gorge et changea de sujet. Thomas lui serra la main sous la table. Constance sourit de ce demi-sourire glacial et dit que c'était admirable, vraiment, comment certaines personnes parvenaient à surmonter leurs origines. Mais c'est aussi lors de ce dîner qu'Ayla remarqua quelque chose de curieux. Quand elle commença à parler de ses projets, de ses idées pour des logements sociaux durables, Olivier se pencha en avant. Ses yeux, calculateurs et froids jusqu'alors, prirent un éclat différent. De l'intérêt. Pas l'intérêt humain, compatissant, mais l'intérêt de celui qui voit une opportunité de profit. Dans les mois qui suivirent, Olivier commença à lui rendre visite, toujours avec des prétextes plausibles. Il voulait mieux connaître sa future belle-fille, comprendre son travail, en savoir plus sur sa vision. Il louait son talent avec des mots qui sonnaient sincères, parlait de la manière dont le groupe Valois pourrait bénéficier d'une vision plus sociale, plus connectée aux besoins réels du pays. Ayla, séduite par la possibilité d'avoir enfin les ressources pour concrétiser ses projets, s'ouvrit complètement. C'est Thomas qui lui demanda, de cette voix douce et avec ses yeux qui paraissaient si sincères, l'accès à ses projets professionnels. Il dit qu'il voulait aider, qu'il voulait les présenter à son père de manière plus formelle, que cela pourrait lui ouvrir des portes incroyables. Ayla hésita un instant, mais la confiance l'emporta. Elle lui donna tout, les plans, les descriptifs, les calculs, les études de faisabilité, des années de travail condensées dans des fichiers numériques qui représentaient non seulement sa carrière mais son âme. Puis vint la demande en mariage. C'était dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, avec vue sur les Champs-Élysées tout illuminé. Thomas s'agenouilla avec une bague qui valait plus que tout ce qu'Ayla avait possédé dans sa vie. Elle dit oui, les larmes aux yeux, croyant que c'était l'amour, la reconnaissance, la récompense pour toutes ces années de lutte. L'organisation du mariage fut un tourbillon. Constance prit le contrôle de tout, de l'église au traiteur, des invitations aux fleurs. Ayla tenta de participer, mais ses suggestions étaient toujours poliment écartées. « Ce n'est pas le standing des Valois », disait Constance de cette voix douce qui coupait comme une lame. C'est à cette période que Livia Arnaud entra plus franchement dans l'histoire. Livia était architecte, elle aussi, mais d'une famille traditionnelle de Paris, avec un nom qui ouvrait des portes et un compte en banque qui n'avait jamais connu de limite. Elle et Ayla s'étaient connues à l'université, et Livia avait toujours été gentille, avait toujours offert son aide, avait toujours été présente dans les moments les plus difficiles. Quand Ayla commença à sortir avec Thomas, Livia célébra cela comme une victoire personnelle. Et quand le mariage fut annoncé, c'est Livia que Thomas suggéra comme témoin, affirmant que ce serait magnifique d'avoir les deux femmes les plus importantes de sa vie unies à ce moment-là. Ayla accepta, reconnaissante d'avoir au moins une alliée au milieu de cet univers intimidant. Livia était toujours là, toujours disponible pour aider aux préparatifs, toujours avec des mots d'encouragement quand Constance était particulièrement cruelle. Les deux femmes passaient des heures à parler d'architecture, de rêves, d'avenir. Ayla montra même à Livia certains de ses projets les plus personnels, ceux qu'elle n'avait encore partagés avec personne. Maintenant, debout devant le miroir de la sacristie, Ayla se demandait pourquoi ce sentiment de malaise ne la quittait pas. C'était le trac normal d'une mariée, se répétait-elle. C'était naturel d'avoir la boule au ventre, naturel de se demander si elle faisait le bon choix. Toutes les mariées passaient par là, n'est-ce pas? La musique commença à jouer dehors. Le moment était venu. Ayla respira profondément, ajusta son bouquet de roses blanches et se dirigea vers la porte de la sacristie. Sa mère était là, les larmes aux yeux, portant la plus belle robe qu'elle avait cousue pour l'occasion. Elle prit la main de sa fille et murmura qu'elle était fière, que son père serait fier, qu'Ayla méritait tout le bonheur du monde. Mais avant de franchir la porte, quelque chose fit s'arrêter Ayla. Ce fut une impulsion inexplicable, une voix intérieure qui lui ordonna de regarder par la fenêtre latérale de la sacristie, celle qui donnait sur le parking. Et c'est là qu'elle vit. Thomas Valois, le fiancé qui aurait dû l'attendre à l'hôtel, courait à travers le parking, main dans la main avec Livia Arnaud. Ce n'était pas une course désinvolte, pas un geste innocent. C'était la course de ceux qui fuient, qui abandonnent,
qui choisissent un autre chemin. Livia portait encore sa robe de témoin, un élégant bleu marine, et son visage était tourné vers Thomas avec une expression qu'Ayla connaissait bien. C'était la même expression qu'elle-même avait en le regardant. Le temps s'arrêta. Le bouquet tomba des mains d'Ayla et s'écrasa sur le sol en marbre. Les roses blanches se dispersèrent comme une prophétie brisée. Sa mère cria quelque chose, mais le son parvint étouffé, lointain, irréel. Ayla ne pouvait détacher ses yeux de la fenêtre, de la scène qui se déroulait sur le parking comme un cauchemar en plein jour. Il y avait un photographe, pas le photographe officiel du mariage, mais quelqu'un caché derrière une voiture, quelqu'un qui était clairement là pour immortaliser précisément cela. Le flash crépita plusieurs fois. Thomas et Livia montèrent dans une voiture et partirent en trombe, laissant derrière eux de la poussière, des pneus crissant sur l'asphalte et le cœur d'Ayla brisé en 1000 morceaux. La musique continuait de jouer. Les invités attendaient, et Ayla comprit enfin, tout depuis le début, n'avait été qu'un mensonge soigneusement construit. Ce furent les minutes les plus longues de sa vie. Ayla resta là, paralysée, essayant de digérer ce qu'elle venait de voir. Sa mère pleurait, tentait de la soutenir, appelait à l'aide. Une des organisatrices du mariage entra en courant dans la sacristie, le visage pâle, disant que le marié n'était pas à l'autel, que personne ne savait où il était, qu'il y avait un problème. Un problème. Quel mot dérisoire pour une catastrophe si immense. Ayla bougea enfin. Elle se retourna, sa robe blanche tourbillonnant autour d'elle comme un nuage de coton amer, et se dirigea vers l'autel. Non pas parce qu'elle le voulait, non pas parce que cela avait un sens, mais parce que son corps agissait en pilote automatique, tandis que son esprit tentait encore de comprendre la trahison. Quand elle franchit les portes de l'église et commença à remonter l'allée centrale, le silence fut absolu. 200 pères Dieu se tournèrent vers elle, et Ayla vit tout, la surprise, la pitié, la gêne, et sur certains visages, quelque chose de pire, la satisfaction. La satisfaction de ceux qui avaient toujours su qu'une fille de banlieue n'appartenait pas à ce monde. La famille Valois était au premier rang. Olivier gardait une expression neutre, presque ennuyée, comme si ce n'était qu'un contretemps de plus dans ses affaires. Constance, quant à elle, n'esquissa aucune surprise. Aucune. Ses yeux croisèrent ceux d'Ayla un bref instant, et dans ce regard, il y avait quelque chose de troublant. Elle savait. La matriarche de la famille Valois savait exactement ce qui se passait. Ayla arriva à l'autel vide. Le prêtre était visiblement mal à l'aise, ne sachant que faire ou dire. C'est alors que quelqu'un dans la foule consulta son téléphone et laissa échapper une exclamation étouffée. D'autres commencèrent à faire de même. Les réseaux sociaux explosèrent déjà. Les photos de la fuite de Thomas et Livia étaient devenues virales. Le mariage de l'année s'était transformé en scandale de l'année en quelques minutes. Ayla se tourna vers les invités. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, chargée d'une dignité qui venait d'un endroit très profond, un endroit que même l'humiliation ne pouvait atteindre. Il semble qu'il y ait eu un changement de programme. Je vous remercie tous pour votre présence. Le mariage est annulé. Elle descendit de l'autel, la tête haute, les pas assurés, et redescendit l'allée. Cette fois, il n'y avait pas de musique, seulement le son de ses chaussures sur le sol en pierre et le murmure grandissant des invités. En passant devant la famille Valois, Olivier fit mine de se lever, mais Ayla l'ignora complètement. Constance resta assise, ce demi-sourire fantomatique aux lèvres. Les jours suivants, Ayla plongea dans un océan de douleur et d'humiliation publique. Les photos étaient chaudes partout, sur les sites People, dans les journaux, dans les conversations de café, sur les groupes WhatsApp. Ayla Moreau, la fiancée abandonnée, l'architecte qui avait voulu gravir les échelons et qui était tombé devant tout le monde. Les commentaires étaient cruels, surtout ceux qui suggéraient qu'elle aurait dû rester à sa place, qu'elle avait tenté d'atteindre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais c'est au milieu de cette douleur que la vérité commença à émerger. 3 jours après le mariage qui n'eut jamais lieu, Ayla reçut la visite d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Il se présenta comme Henri Dubois, avocat, et dit qu'il avait des informations qu'elle devait connaître. Henri n'était pas un avocat ordinaire. Il avait travaillé pour le groupe Valois pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'Olivier le licencie 6 mois plus tôt. Le licenciement avait été injuste,
basé sur de fausses accusations, et Henri avait gardé quelque chose de précieux pendant toutes ces années, des documents. Beaucoup de documents. Assis dans le modeste salon de la maison d'Ayla, où elle était retournée vivre avec sa mère après le fiasco, Henri étala des papiers sur la table. Des contrats, des emails, des relevés bancaires. Et à mesure qu'il expliquait, Ayla sentit le sol se dérober à nouveau sous ses pieds, mais pour une raison différente cette fois. Tout avait été planifié, depuis le début. Les Valois avaient repéré Ayla dès l'université. Non par amour, non, par hasard, mais parce qu'elle représentait quelque chose de précieux. Un esprit brillant avec des projets innovants dans le domaine du logement social, exactement la niche que le groupe Valois voulait exploiter. Non par bonté, non par responsabilité sociale, mais parce qu'il y avait de l'argent public en jeu. De nombreux marchés publics, de nombreuses subventions, de nombreuses opportunités de profit avec les programmes de logement. Le plan était simple et cruel. Séduire Ayla, gagner sa confiance, obtenir ses projets, puis la rejeter avant qu'elle ne puisse revendiquer le moindre droit sur son propre travail. Thomas avait été choisi pour cette mission. Livia, qui était amie de la famille Valois bien avant de connaître Ayla, avait été placée comme espionne émotionnelle, la personne en qui Ayla aurait confiance quand les choses deviendraient difficiles. La relation accélérée n'était pas de la passion, c'était de la stratégie. La demande en mariage cinématographique n'était pas de l'amour, c'était du théâtre. Et l'insertion de Livia comme témoin n'était pas une coïncidence, c'était la garantie que quelqu'un serait assez proche pour surveiller chaque pas d'Ayla. Henri montra des emails entre Thomas et Livia datant de plusieurs mois avant même qu'Ayla ne rencontre l'héritier des Valois. Ils avaient une liaison depuis des années, en secret, attendant le bon moment pour s'afficher publiquement. Et dans ces emails, ils discutaient d'Ayla comme si elle était un projet, une cible, une pièce sur un échiquier. Mais le pire était encore à venir. Henri sortit un autre dossier, plus épais, plus lourd. À l'intérieur se trouvait la preuve du vol de propriété intellectuelle. Tous les projets qu'Ayla avait confiés à Thomas avaient été déposés au nom du groupe Valois. Chaque plan, chaque innovation, chaque détail qu'elle avait créé avec sa sueur et son génie appartenait désormais légalement à la famille qui l'avait trahi. Et il y avait plus, beaucoup plus. Des détournements de fonds, des contrats frauduleux, des pots de vin à des fonctionnaires. Le groupe Valois était un empire construit sur des fondations pourries, et Ayla n'avait été qu'une victime de plus sur une longue liste de personnes utilisées et jetées. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» demanda Ayla, la voix rauque d'avoir tant pleuré les jours précédents. « Parce que j'ai aussi été utilisé par eux, parce que j'ai vu beaucoup de gens être détruits par cette famille, et parce que, pour la première fois en 15 ans, j'ai assez de preuves pour faire quelque chose. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous portiez plainte, que vous vous battiez, que vous ne les laissiez pas gagner une fois de plus. » Ayla regarda ses documents étalés sur la table, regarda sa propre vie en morceaux, regarda l'avenir qu'elle avait imaginé et qui n'était plus que cendre. Et elle sentit quelque chose commencer à grandir en elle, quelque chose qui n'était ni de la douleur, ni du désespoir, mais quelque chose de bien plus puissant, de la colère. Une colère froide, calculée, transformatrice. Cette nuit-là, Ayla dormit à peine. Son esprit tournait à plein régime, traitant les informations, reliant les points, élaborant des stratégies. Elle avait passé sa vie à être sous-estimée, à être vue comme inférieure, comme quelqu'un qui n'appartenait pas. Et chaque fois que cela s'était produit, elle avait prouvé le contraire. Chaque fois qu'une porte s'était fermée devant elle, elle avait trouvé une fenêtre. Chaque fois que quelqu'un avait dit qu'elle n'en était pas capable, elle avait montré qu'elle l'était. Cette fois ne serait pas différente. Ce serait, en fait, bien plus grand. Les jours suivants, Ayla commença à reconstruire sa vie à partir des décombres. Elle contacta les meilleurs avocats spécialisés en propriété intellectuelle qu'elle put trouver. Elle rassembla chaque email, chaque message, chaque conversation qu'elle avait gardée avec Thomas et Livia. Henri fournit la documentation interne du groupe Valois. Ensemble, ils montèrent un dossier qui n'était pas seulement solide, mais dévastateur. Mais Ayla savait que les procédures judiciaires prenaient du temps, et elle n'avait pas que du temps. Elle avait quelque chose de plus urgent, le besoin de survivre, de reconstruire sa réputation, de ne pas laisser cette humiliation définir qui elle était. C'est alors qu'elle fit quelque chose d'inattendu.
Elle donna une interview. Pas à un magazine People, pas à une émission sensationnaliste, mais à un journal sérieux, respecté, où elle put raconter son histoire avec dignité. Elle parla de ses origines, de son travail, de la façon dont elle avait été utilisée et jetée. Elle parla des projets volés, de la conspiration, de tout. L'interview devint virale pour des raisons complètement différentes des photos de la fuite. Cette fois, les gens ne riaient pas d'Ayla, ils étaient indignés pour elle. Le récit changea. Elle cessa d'être la fiancée abandonnée pour devenir la victime d'un complot cruel. Architectes, étudiants, militants pour le logement social, tous commencèrent à se mobiliser pour la défendre. Et c'est à ce moment de vulnérabilité transformée en force que quelque chose d'inattendu se produisit. Olivier Valois demanda à la voir. L'invitation passa par Henri qui fut visiblement inquiet. « N'y allez pas, dit-il. C'est un piège. Ils veulent vous acheter, vous faire taire, vous détruire pour de bon. » Mais Ayla avait quelque chose qu'Olivier ne comprendrait jamais. Elle n'avait plus rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du centre de Paris. Ayla arriva à l'heure, vêtue simplement mais avec élégance, les cheveux attachés, le visage sans maquillage. Elle voulait qu'Olivier voie exactement qui elle était. Une femme qui n'avait pas besoin de masque. Olivier était déjà là, assis à une table au fond, portant l'un de ses costumes impeccables. Il se leva à son approche, un geste de galanterie qui semblait absurde vu les circonstances. « Merci d'être venu, dit-il de sa voix grave et contrôlée. « Je ne suis pas venu accepter un pot de vin si c'est ce que vous pensez, » répondit Ayla en s'asseyant sans y être invité. Olivier s'autorisa un demi-sourire. « Non, je ne suis pas venu offrir de pot de vin, je suis venu offrir la vérité. » Et alors, dans ce café bruyant au milieu d'un après-midi de jeudi ordinaire, Olivier Valois fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il raconta tout. Il parla de la façon dont il avait bâti son empire par des méthodes pas toujours éthiques. Il parla de la façon dont Thomas, son fils unique, avait toujours été faible, manipulable, une déception. Il parla de la façon dont Constance avait planifié le coup contre Ayla parce qu'elle voyait en elle une menace. Une femme intelligente, forte, qui pourrait vraiment influencer Thomas, qui pourrait réorienter l'entreprise vers quelque chose de plus honnête. « Je suis beaucoup de choses mauvaises, » dit Olivier, les yeux fixés sur les siens. « Mais je ne suis pas hypocrite. Je sais exactement qui je suis. Mon fils, en revanche, croit qu'il vaut mieux que moi tout en faisant exactement les mêmes choses. Et ma femme vit dans une fantaisie où notre famille est noble, digne, supérieure. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» demanda Ayla, sincèrement confuse. « Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui a construit quelque chose de vrai. Vos projets, Ayla, ils sont brillants. Non pas parce qu'ils sont rentables, mais parce qu'ils comptent. Et j'ai passé ma vie à construire des choses qui ne comptent pour personne d'autre que moi. » Olivier fit une pause, but une gorgée de son café déjà froid et continua. « Je veux passer un accord avec vous. Je vous rendrai vos projets. Je témoignerai en votre faveur dans n'importe quel procès. J'exposerai mon propre fils et ma propre femme. Mais en échange, je veux que vous m'appreniez à construire quelque chose qui vaille la peine, quelque chose qui fasse vraiment une différence. » Ayla resta silencieuse de longues secondes. Elle étudia le visage de cet homme qui avait orchestré tant de douleurs dans sa vie, et elle y vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, un regret sincère, ou peut-être juste de la lassitude. La ligne entre les deux est mince chez les hommes âgés qui regardent enfin en arrière et n'aiment pas ce qu'ils voient. J'accepterai vos témoignages, j'accepterai la restitution de mes projets, mais je ne vous apprendrai rien. Certaines choses ne s'enseignent pas. Soit on les a en soi, soit on ne les a pas. Elle se leva pour partir, mais Olivier lui retint doucement le poignet. « Attendez, il y a autre chose que vous devez savoir. » Et c'est là, à ce moment-là, qu'Olivier révéla la dernière couche du complot. La disparition le jour du mariage n'avait pas été spontanée. Elle avait été arrangée pour se produire exactement de cette manière, avec des photographes placés, avec une humiliation publique calculée au maximum. L'objectif était de détruire Ayla à un point tel qu'elle ne pourrait plus jamais travailler dans le secteur, que sa parole n'aurait plus jamais de valeur, que toute plainte qu'elle déposerait serait considérée comme la vengeance d'une femme dépitée. Mais la participation d'Olivier au plan n'avait été que partielle. Il avait fourni les ressources,
Mais c'est Constance qui avait orchestré chaque détail avec l'aide de Marthe. Thomas et Livia n'étaient que des pions, de jeunes idiots mus par la passion et la cupidité, sans comprendre pleinement le jeu dans lequel ils étaient utilisés. Quand Ayla quitta enfin ce café, elle avait entre les mains quelque chose de plus précieux que n'importe quelle preuve documentaire. Elle avait la confession complète d'Olivier Valois, enregistrée sur son téléphone avec sa permission. Il s'était volontairement auto-incriminé, sachant exactement ce que cela signifiait. La guerre ne faisait que commencer. Et cette fois, Ayla ne se battait pas seule. Elle avait la vérité, elle avait des preuves, elle avait des alliés inattendus. Mais plus important que tout, elle avait quelque chose qu'aucun des Valois n'avait jamais eu. Elle avait des principes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour du mariage qui n'eut jamais lieu. 3 semaines pendant lesquelles Paris n'avait cessé de parler des Valois, d'Ayla, du scandale qui grandissait à chaque nouvel article publié, à chaque nouvelle révélation. L'enregistrement d'Olivier avait été un tremblement de terre, mais Ayla savait que les tremblements de terre ont des répliques, et que les répliques sont parfois plus destructrices que la secousse initiale. Elle était dans son petit bureau improvisé chez sa mère, entourée de papiers, l'ordinateur ouvert sur des dizaines d'onglets de recherche juridique, quand elle reçut l'appel qui allait tout changer à nouveau. C'était Henri. « Vous devez venir ici, maintenant. Il se passe quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux. » Le cabinet d'Henri se trouvait dans un modeste immeuble de bureau du quartier du Marais, bien différent des gratte-ciel de verre où le groupe Valois avait son siège. Quand Ayla arriva, elle trouva non seulement Henri, mais une salle pleine de monde, des journalistes d'investigation, d'autres avocats, et à sa grande surprise, d'anciens employés du groupe Valois qui avaient été licenciés ou réduits au silence au fil des ans. Ils commencèrent à parler, l'un après l'autre, et Ayla entendit des histoires qui faisaient paraître son propre cas dérisoire. Des familles entières détruites par des contrats frauduleux, des communautés expulsées pour faire place à des projets qui n'ont jamais été construits, de l'argent public détourné, des fonctionnaires corrompus, des vies ruinées sans aucun remords. Mais ce qui attira vraiment l'attention d'Ayla fut le témoignage d'une femme nommée Sandra, qui avait été l'assistante de direction de Constance Valois pendant près de 10 ans. Sandra avait des documents, des emails, des enregistrements de conversations. Et ce que ces preuves révélaient était choquant. Constance n'était pas seulement complice, elle était le véritable cerveau derrière la plupart des manigances du groupe Valois. « Olivier est un homme d'affaires sans scrupules », expliqua Sandra, la voix tremblante mais déterminée. « Mais Constance, c'est autre chose. Elle est méticuleuse, cruelle et absolument implacable. Elle place des gens, crée des situations, manipule tout le monde autour d'elle comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Ce qu'ils vous ont fait n'était ni le premier ni le dernier cas du genre. » Ayla sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout commençait à prendre un sens plus sombre. La froideur de Constance le jour du mariage, son absence de surprise, ce demi-sourire. Elle n'était pas seulement spectatrice. Elle savourait son propre succès. Au cours de cet après-midi, le groupe élabora une stratégie. Ce ne serait pas seulement un procès, ce serait une exposition complète, systématique, dévastatrice. Des journalistes d'investigation travaillaient déjà sur des reportages approfondis. Des procureurs avaient été contactés. Et plus important encore, d'autres victimes s'organisaient pour poursuivre le groupe Valois dans une action collective sans précédent. Mais quand Ayla quitta ce bureau à la tombée de la nuit, elle ne ressentit pas de triomphe. Elle ressentit un poids, le poids de la responsabilité de mener quelque chose de bien plus grand qu'elle, quelque chose qui pourrait changer des vies, mais aussi les détruire, y compris la sienne. C'est cette nuit-là qu'Ayla eut l'idée. Une idée si absurde, si impossible, si audacieuse qu'elle-même en rit lorsque la pensée traversa son esprit pour la première fois. Mais plus elle y pensait, plus l'idée prenait forme, gagnait en logique, en puissance. Si elle voulait vraiment détruire l'empire des Valois, il ne suffisait pas d'exposer les crimes. Il fallait faire quelque chose de symbolique, quelque chose qui montrerait au monde qu'elle ne cherchait pas seulement la vengeance ou la justice. Elle prenait ce qui lui revenait de droit. Elle prenait le pouvoir. Et pour cela, elle devait faire quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui semblerait de la folie à toute personne sensée.
Mais Ayla avait appris quelque chose de crucial au cours de ces 3 semaines. Les gens sensés ne changent pas le monde. Les gens sensés acceptent le monde tel qu'il est. Elle passa les jours suivants à se préparer. Elle étudia chaque détail de la structure de l'entreprise du groupe Valois, chaque contrat, chaque accord d'actionnaire, chaque point faible. Elle discuta avec des avocats spécialisés en droit des sociétés, s'informa sur les précédents, les possibilités, sur ce qui serait légal et ce qui serait simplement créatif. Puis elle demanda une autre réunion avec Olivier. Cette fois, la rencontre eut lieu dans l'hôtel particulier des Valois, une imposante demeure dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris. Ayla n'y était pas retournée depuis ce dîner embarrassant des mois plus tôt, et revenir en ce lieu portait un poids émotionnel qu'elle n'avait pas totalement anticipé. Olivier la reçut dans son bureau privé, une pièce entièrement lambrissée de bois sombre, avec des étagères remplies de livres qui n'avaient probablement jamais été lus et des tableaux coûteux qui servaient plus d'investissement que d'art. Il paraissait plus âgé que la dernière fois qu'ils s'étaient vus, comme si les semaines avaient été des années pour lui. « Je suis venu vous faire une proposition, » dit Ayla sans préambule, sa voix ferme et claire. « Je vous écoute. » Ayla respira profondément. C'était maintenant ou jamais. « Épousez-moi. » Le silence qui suivit fut si profond qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur. Olivier la dévisagea comme si elle avait parlé une langue étrangère. Puis, lentement, il commença à comprendre qu'elle était sérieuse. « Vous avez complètement perdu la tête, dit-il, mais il n'y avait pas de condamnation dans sa voix. Il y avait presque de la curiosité. « Non, j'y vois enfin clair. » Ayla se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. « Vous voulez vous racheter. Je veux la justice et le pouvoir de faire une réelle différence. Votre fils vous a couvert de honte, votre femme vous manipule, et vous en avez assez d'être la marionnette de l'empire que vous avez vous-même construit. J'ai la vision dont votre entreprise a besoin. Vous avez les ressources dont mes projets ont besoin. C'est... » Olivier s'arrêta, cherchant ses mots. « C'est de la folie. C'est de la stratégie. Réfléchissez bien. Si nous nous marions, j'aurai des droits réels. Sur le groupe Valois. Pas comme une faveur, pas comme une concession, mais comme un droit conjugal. Et vous aurez à vos côtés quelqu'un qui peut transformer cette entreprise d'un repère de corruption en quelque chose qui construit vraiment, qui compte vraiment. Et qu'est-ce que j'y gagne, à part devenir l'homme le plus détesté de Paris? Vous gagnez la chance de mourir en sachant que vous avez construit quelque chose qui durera après vous. Quelque chose qui ne sera pas démantelé dès votre départ. Vous gagnez un véritable héritage. Pas cette façade pourrie qui s'effondrera au premier procès. Olivier resta silencieux de longues minutes. Ayla pouvait voir les calculs se faire derrière ses yeux expérimentés. Il ne pensait pas avec son cœur, évidemment. Les hommes comme lui ne pensent pas avec leur cœur. Il mesurait les risques, évaluait les gains, traitait la proposition comme il traiterait n'importe quelle affaire. « Ma femme va me détruire pour ça. » Votre femme vous détruit déjà. La différence, c'est que vous choisirez comment cela se produira. Mon fils va me renier. Votre fils vous a déjà renié en fuyant comme un lâche et en vous volant la seule chance d'avoir une belle fille et qui vaille quelque chose. La société va nous crucifier. La société nous a déjà crucifiés. La différence, c'est que cette fois, nous serons au-dessus quand la poussière retombera. Olivier se leva, se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin impeccable de la demeure. Paris brillait au loin, une jungle de béton et de verre qu'il avait contribué à construire. Et Ayla réalisa qu'il envisageait vraiment la chose. Non par amour, non par passion, mais pour quelque chose de peut-être plus puissant. La chance de réécrire la fin de sa propre histoire. « 3 mois, dit-il enfin sans se retourner. Donnez-moi 3 mois pour organiser les choses, pour écarter Constance de l'entreprise, pour blinder les contrats, pour préparer le terrain. Et ensuite... » Il se retourna, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Ayla ne put déchiffrer complètement. « Et ensuite, nous conclurons cet accord. »« Ce n'est pas un accord, corrigea Ayla, c'est un mariage. Appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ça a toujours été la même chose. » Ayla quitta cette demeure avec la certitude qu'elle venait de faire le pari le plus risqué de sa vie. Les jours suivants, elle n'en parla à personne. Ni à sa mère, ni à Henri, ni aux alliés qu'elle avait gagnés, car elle savait que tous essaieraient de l'en dissuader. Tous diraient que c'était de la folie, que c'était dangereux,
qu'elle répétait l'erreur de faire confiance à un Valois. Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas de la confiance, c'était une partie d'échecs. Et pour la première fois de sa vie, Ayla jouait pour vraiment gagner. Les 3 mois furent un tourbillon. Publiquement, les poursuites contre le groupe Valois avançaient. La presse publiait de nouvelles révélations presque chaque semaine. Constance donna une interview désastreuse dans laquelle elle tenta de se faire passer pour une victime et finit par ressembler exactement à ce qu'elle était. Une femme froide et calculatrice. Thomas et Livia avaient disparu, soi-disant à l'étranger, fuyant les conséquences de leurs actes. Pendant ce temps, discrètement, Olivier commença à faire exactement ce qu'il avait promis. Il retira à Constance tous ses postes de direction, prétextant des conflits d'intérêts dus aux enquêtes. Il restructura les contrats, protégea les actifs, prépara le terrain. Et Ayla, de son côté, travailla sans relâche sur ses projets, perfectionnant chaque détail, se préparant au moment où elle aurait les ressources pour les exécuter. Ils se rencontraient chaque semaine pour des discussions d'affaires, toujours dans des lieux publics, toujours avec des avocats présents, toujours en documentant tout. Et lors de ces rencontres, quelque chose d'étrange commença à se produire. Ils développèrent une sorte de respect mutuel. Ce n'était pas de la tendresse, pas de l'affection, mais c'était de la reconnaissance. 2 survivants dans un monde cruel, faisant ce qui devait être fait. Quand les 3 mois furent écoulés, Olivier tint parole. Et c'est ainsi, lors d'une cérémonie civile discrète, avec seulement 2 témoins et aucune célébration, qu'Ayla Moreau devint Ayla Moreau Valois. La réaction fut exactement ce à quoi elle s'attendait, explosive. La presse parla de scandale sur scandale. Les sites People inventèrent des théories de plus en plus absurdes. Qu'Ayla était enceinte, que c'était un coup pour voler l'héritage, qu'elle avait ensorcelé le vieux Valois avec de la magie noire. L'élite traditionnelle de Paris fut sincèrement indignée, comme si Ayla avait commis un crime impardonnable en épousant un homme libre et adulte. Constance publia un communiqué reniant le mariage et son ex-mari. Marthe donna des interviews en larmes, parlant de la façon dont la famille était détruite. Et de quelque part en Europe, Thomas publia un communiqué tiède souhaitant le bonheur à son père. Mais la réaction qui importait le plus à Ayla fut autre. Ce fut celle des gens ordinaires, de ceux qui virent dans son parcours non pas un scandale mais une histoire de résistance. Les réseaux sociaux se divisèrent. Certains la traitaient d'opportuniste, d'autres la voyaient comme une femme qui retournait le jeu en sa faveur. Et lentement, très lentement, le récit commença à changer une fois de plus. Ayla emménagea dans le penthouse d'Olivier, un appartement luxueux qui était vide depuis des années, depuis que lui et Constance s'étaient séparés de fait, bien avant le divorce officiel. C'était un espace froid, masculin, sans personnalité. Ayla le transforma. Non avec du luxe, mais avec un but. Chaque recoin prit vie, chaque espace fut réorganisé pour être fonctionnel, pour avoir un sens. Puis vint le coup de maître. Lors de sa première action officielle, en tant qu'épouse d'Olivier Valois et nouveau membre du conseil d'administration du groupe Valois, Ayla proposa une refonte complète de l'entreprise. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence basée sur les contrats qu'Olivier avait signés. Et à la surprise de beaucoup, Olivier la soutint intégralement. La première mesure fut le licenciement immédiat de tous les directeurs impliqués dans les schémas de corruption. 17 cadres furent renvoyés en une seule journée, chacun avec une longue liste de preuves documentées de leur participation à des irrégularités. Certains tentèrent de menacer, certains tentèrent de négocier, tous partirent. La deuxième mesure fut la création de l'Institut Moreau-Valois, une organisation à but non lucratif, axée sur le logement social et la formation professionnelle des jeunes de banlieue. Ce n'était pas de la charité, c'était un investissement réel dans le capital humain, dans un talent qui avait toujours existé mais n'avait jamais eu sa chance. Ayla s'inspira de son propre parcours et multiplia les opportunités qu'elle avait eues. L'Institut commença dans un siège modeste de l'Est parisien, mais avec une véritable structure. Des formations techniques en BTP, architecture, design, administration, des bourses d'études complètes pour les étudiants à faible revenu, des partenariats avec des universités, et plus important encore, les projets qu'Ayla avait créés, ceux qui avaient été volés et restitués,
commencèrent enfin à être mises en œuvre. Le premier projet fut un complexe d'habitation modulaire dans une zone à risque qui était en cours de réhabilitation par la mairie. Au lieu de simplement déplacer les familles et de les oublier, comme c'était la coutume, le projet offrait un logement digne, durable et accessible. Il utilisait des matériaux innovants, des techniques de construction rapides, un design intelligent qui optimisait chaque mètre carré. Lorsque la première famille reçut les clés de sa nouvelle maison, Ayla était là. Et quand cette mère de 3 enfants pleura en entrant dans un endroit qu'elle pouvait enfin appeler son foyer, Ayla sut qu'elle était sur la bonne voie. Toutes les humiliations, toute la douleur, tout le scandale en valèrent la peine si cela pouvait être multiplié. Mais bien sûr, le monde n'allait pas laisser les choses être si simples. L'élite qui la tolérait autrefois comme une curiosité, une intruse acceptable parce qu'elle était la petite amie d'un Valois, la détestait maintenant ouvertement. Elle n'était plus la pauvre petite abandonnée à l'hôtel. Elle était une menace réelle pour le statu quo. Les dîners qui accueillaient autrefois Olivier à bras ouverts fermaient désormais leurs portes aux couples. Des clubs exclusifs révoquaient leurs invitations. D'anciennes amies de Constance organisaient de subtiles campagnes de diffamation. Et Ayla s'en fichait éperdument. Elle avait découvert quelque chose de puissant. Quand on cesse de chercher l'approbation de ceux qui vous oppriment, on devient libre d'une manière qu'ils ne pourront jamais comprendre. Chaque porte fermée était une libération. Chaque invitation révoquée était un poids en moins. En compensation, d'autres espaces s'ouvrirent. Ayla commença à être invitée à donner des conférences dans des universités, à participer à des tables rondes sur l'architecture sociale, à des missions de conseil pour des projets gouvernementaux. Sa voix, autrefois réduite au silence, avait maintenant une tribune, et elle utilisait cette tribune avec sagesse et stratégie. Le mariage avec Olivier était étrange, sans aucun doute. Ils avaient des chambres séparées, des vies séparées à bien des égards. Il n'y avait pas de romance, pas de prétention d'amour. Mais il y avait un partenariat. Lors des réunions du Conseil, Olivier soutenait ses propositions. Dans les négociations difficiles, il utilisait son expérience pour ouvrir des voies. Et quand la presse attaquait Ayla avec une cruauté particulière, il se positionnait publiquement à ses côtés. Constance tenta d'annuler le divorce, invoquant la contrainte. Elle échoua. Elle tenta de contester le mariage d'Ayla et Olivier, invoquant la fraude. Elle échoua à nouveau. Elle tenta d'user de son influence politique pour bloquer les projets de l'Institut. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produisit. L'opinion publique, celle-là même qui s'était moquée d'Ayla le jour du mariage désastreux, commença à se mobiliser en sa faveur. Pas toute l'opinion publique, bien sûr, l'élite restait contre, mais les gens ordinaires, ceux qui vivaient dans les banlieues, ceux qui cumulaient 3 emplois pour survivre, ceux qui voyaient dans les projets d'Ayla une réelle chance de changement, ces gens-là se levèrent. Des pétitions en ligne rassemblèrent des centaines de milliers de signatures en soutien à l'Institut. Des manifestations furent organisées devant la mairie lorsqu'on tenta de bloquer des permis de construire. Et plus important encore, les premières familles bénéficiaires des projets de logement devinrent les plus ardents défenseurs d'Ayla, racontant leurs histoires sur les réseaux sociaux, dans des interviews partout où elles le pouvaient. C'est à ce moment qu'Ayla comprit quelque chose de fondamental. Elle avait gagné, pas la bataille juridique, qui prendrait encore des années, pas la guerre contre Constance et les restes de la vieille garde, mais elle avait gagné la guerre la plus importante, la guerre du récit. Elle n'était plus la victime, elle n'était plus l'opportuniste, elle était l'architecte d'un nouveau monde, et ça, personne ne pourrait le lui enlever. 6 mois après le mariage, l'Institut Moreau-Valois inaugura son 2e siège, cette fois dans le sud de Paris. L'événement fut modeste mais significatif. Avec la présence d'autorités locales, d'étudiants, de familles bénéficiaires, Ayla fit un discours simple et émouvant, expliquant que l'architecture ne consistait pas seulement à construire des bâtiments, mais à construire la dignité, à donner aux gens l'espace physique et symbolique qu'ils méritent d'occuper dans le monde. Quand elle termina, l'ovation fut longue et sincère. Et là, au départ, milieu de cette petite foule de gens ordinaires, de gens comme elle l'avait été un jour, Ayla ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Mais la vie a une façon particulière de tester notre espoir précisément quand il est le plus fort.
Et le test qui allait suivre serait le plus cruel de tous. Tout commença par une dénonciation anonyme. Quelqu'un avait envoyé aux organismes de contrôle des documents prouvant prétendument des détournements de fonds à l'Institut Moreau-Valois. Les accusations étaient graves: argent public utilisé de manière inappropriée, contrats surfacturés, népotisme dans l'embauche du personnel. Ayla savait que c'était un mensonge. Elle contrôlait elle-même chaque centime qui entrait et sortait de l'Institut, avait des audits indépendants, une transparence totale. Mais elle savait aussi que dans un pays où la corruption était endémique, des accusations comme celle-ci collent comme de la graisse, indépendamment de la vérité. L'enquête fut ouverte. L'Institut fut audité de fond en comble. Et pendant ce temps, la presse qui la soutenait auparavant commença à s'interroger. Et si les accusations étaient vraies? Et si Ayla n'était qu'une profiteuse de plus, mais avec un meilleur marketing? La pression fut immense. Les donateurs commencèrent à se retirer. Les partenaires institutionnels demandèrent à revoir les contrats. Puis vint le coup de grâce. Sur la base de preuves fausses mais fabriquées de manière convaincante, Ayla fut arrêtée. Ce ne furent que 3 jours de détention provisoire, jusqu'à ce que les avocats parviennent à prouver la falsification des documents. Mais ce furent 3 jours qui la marquèrent à jamais. Dans sa cellule, Ayla partagea l'espace avec des femmes que le système avait complètement oubliées. Des femmes emprisonnées pour avoir volé de la nourriture pour leurs enfants. Des femmes en attente de jugement depuis des années pour des délits mineurs. Des femmes invisibles que la société préférait ignorer. Et c'est là, dans ce lieu de douleur et d'abandon, qu'Ayla prit une autre décision. L'Institut ne se contenterait pas de logement et de formation professionnelle. Il s'occuperait aussi d'assistance juridique, de soutien aux familles, de donner une voix à ceux qui n'avaient jamais eu la chance d'être entendus. À sa libération, Ayla ne fit pas de déclaration rageuse. Elle n'insulta pas le système. Elle ne se posa pas en victime. Elle dit simplement « J'ai rencontré des femmes incroyables ces derniers jours, des femmes qui méritent bien plus que ce pays leur offre, et je vais m'assurer qu'elles aient cette chance. » L'enquête prouva que les accusations étaient complètement fausses. Les preuves avaient été forgées avec sophistication, mais pas avec une perfection suffisante. Et lorsque les enquêteurs commencèrent à remonter à l'origine des faux documents, ils trouvèrent quelque chose d'intéressant. La piste menait au cercle de Constance Valois et de Marthe. Mais même avec son innocence prouvée, le mal à sa réputation était fait. La méfiance du public avait grandi, et c'est précisément à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle blessure s'ouvrit. Une blessure venant d'un endroit qu'Ayla n'aurait jamais imaginé. Livia Arnaud refit surface, mais pas comme la méchante en fuite. Elle refit surface réinventée, transformée, avec un nouveau récit soigneusement construit. Elle s'était présentée comme une architecte durable, une influenceuse sociale, une défenseur des causes environnementales. Elle avait des millions de followers sur les réseaux sociaux, des partenariats avec de grandes marques, et pire encore, elle avait remporté un prix international d'architecture avec un projet qui était en substance une copie à peine déguisée du travail original d'Ayla. La remise du prix fut annoncée en grande pompe. Livia donna des interviews émues, expliquant comment elle avait surmonté les difficultés, comment elle avait trouvé dans l'architecture durable sa véritable vocation, comment elle s'engageait à faire une différence dans le monde. Et à aucun moment, elle ne mentionna Ayla. À aucun moment, elle ne reconnut d'où venaient les idées qu'elle avait volées. Pour Ayla, ce fut pire que la trahison initiale, pire que l'humiliation à l'autel, pire que l'emprisonnement injuste, parce que cela signifiait que Livia avait non seulement volé son travail, mais qu'elle était célébrée pour cela internationalement, tandis qu'Ayla luttait pour reconstruire sa crédibilité dans son propre pays. La bataille devint internationale. Des architectes qui connaissaient le travail original d'Ayla commencèrent à dénoncer publiquement la situation. Des étudiants organisèrent des manifestations. Ayla elle-même prépara une contestation formelle auprès de l'organisation qui avait décerné le prix à Livia. Documents, preuves de paternité, témoins, tout fut mobilisé, et l'opinion publique mondiale se divisa. Certains défendaient Livia, disant que les idées architecturales ne peuvent être brevetées, que l'inspiration est libre. D'autres défendaient Ayla, soulignant les similitudes trop évidentes pour être une coïncidence.
Le débat envahit les universités, les congrès, les magazines spécialisés. Et au milieu de tout ce chaos, de toutes ces batailles, de tous ces défis, Ayla continua à faire ce qu'elle savait faire de mieux, construire. Littéralement. L'Institut continuait de croître, les projets de logement se multipliaient, des vies continuaient d'être transformées. Parce que pour elle, la vengeance ne consistait pas à détruire ceux qui l'avaient blessée. Elle consistait à prouver chaque jour qu'elle était exactement ce qu'elle avait toujours dit être, une architecte avec un but, une vision, un engagement réel. 1 an s'était écoulé depuis qu'Ayla et Olivier avaient scellé cette union improbable que Paris ne savait toujours pas bien catégoriser. Mariage d'affaires, alliance stratégique, ou quelque chose de plus complexe qui émergeait lentement, construit non sur la passion, mais sur le respect mutuel et des objectifs partagés. La vérité, c'est que même eux ne savaient pas répondre avec certitude. L'appartement en penthouse s'était complètement transformé. Ce n'était plus cet espace froid et masculin qu'Ayla avait trouvé en emménageant. Il y avait maintenant des plantes sur les balcons, des tableaux d'artistes français méconnus au mur, une bibliothèque grandissante de livres sur l'urbanisme et l'architecture sociale. Et il y avait de la vie, une vie étrange, différente, mais de la vie. Olivier passait plus de temps à la maison qu'auparavant. Non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il avait découvert qu'il aimait débattre de projets avec Ayla, écouter ses idées, la voir transformer des théories en réalité palpables. Il n'avait jamais côtoyé quelqu'un qui travaillait pour autre chose que le profit immédiat, et cela le fascinait d'une manière qu'il ne savait pas exprimer. Ils dînaient ensemble plusieurs fois par semaine, parlant de leur journée, des défis, des prochaines étapes de l'Institut. Et occasionnellement, à des moments de plus en plus fréquents, ils parlaient d'autres choses, de l'enfance, des regrets, de la nature, qu'humaine. Ce n'était pas de la romance, mais c'était une intimité d'un genre différent, construite sur une honnêteté brutale et une absence de prétention. C'est lors d'une de ces soirées qu'Olivier dit quelque chose qui le surprit lui-même. « Tu sais, parfois je regarde ce que tu construis et je me demande ce que serait ma vie si j'avais rencontré quelqu'un comme toi il y a 40 ans. » Ayla le regarda, étudiant ce visage marqué par des décennies de décisions difficiles et de choix moralement discutables. « Tu m'aurais probablement complètement ignoré. J'étais une fille de banlieue sans rien à offrir à part des rêves. » Olivier sourit, un sourire sincère qui transformait complètement son expression habituellement sévère. « Peut-être, ou peut-être que j'étais moins idiot à l'époque. On ne sait jamais. Mais tandis que ce partenariat improbable se solidifiait, le monde extérieur restait en ébullition. L'affaire Livia continuait de faire les gros titres internationaux. L'organisation qui avait décerné le prix ouvrit finalement une enquête formelle après la pression de centaines d'architectes respectés. Et à mesure que les documents étaient représentés, les plans comparés, les témoins entendus, il devenait de plus en plus évident qu'il y avait plagiat. Livia tenta de se défendre avec des excuses génériques sur l'inspiration et la créativité collective. Mais quand Ayla présenta ses croquis originaux, datés et certifiés des années avant que Livia ne commence même à travailler sur le projet primé, même les plus sceptiques durent admettre la vérité. Le prix fut révoqué. C'était la première fois dans l'histoire de cette organisation que cela se produisait, et le scandale fut immense. Livia tenta d'annuler la décision, engagea des avocats coûteux, mais il n'y avait pas grand-chose à faire contre les faits. Elle disparut des médias peu après, sa carrière d'influenceuse sociale détruite du jour au lendemain. Pour Ayla, cela aurait dû être une douce victoire, mais en réalité, elle fut amère. Parce que cela ne changeait pas le passé, n'effaçait pas la trahison, ne rendait pas les années de travail qui avaient été volées. C'était juste une reconnaissance tardive de quelque chose qui avait toujours été vrai. Cependant, cette petite victoire internationale apporta quelque chose d'inattendu, une crédibilité renouvelée. Des universités d'autres pays commencèrent à inviter Ayla à donner des conférences. Des organisations internationales d'architecture durable voulurent connaître son travail. Et plus important encore, des fondations philanthropiques étrangères commencèrent à manifester leur intérêt pour financer les projets de l'Institut Moreau-Valois. C'est grâce à l'une de ces connexions
Kayla rencontra Margret Olsen, une Danoise qui dirigeait l'une des plus grandes fondations de logement social d'Europe. Margret se rendit à Paris spécifiquement pour découvrir les projets de l'Institut, et ce qu'elle vit l'impressionna profondément. C'est exactement ce que nous essayons de faire en Europe depuis des décennies, dit-elle en visitant l'un des complexes d'habitation récemment inaugurés. Mais vous avez réussi à l'adapter à une réalité bien plus difficile. Comment avez-vous fait? Ayla sourit, pensant à toutes les nuits blanches, tous les tableurs interminables, tous les obstacles bureaucratiques qu'elle avait dû surmonter. J'ai vécu cette réalité. Je sais exactement ce dont ces familles ont besoin parce que j'étais l'une d'entre elles. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la mémoire. Margret resta à Paris pendant 2 semaines, et à son départ, elle laissa une proposition concrète. Sa fondation investirait 3 millions d'euros dans l'Institut au cours des 3 prochaines années. C'était assez d'argent pour étendre considérablement les opérations, pour atteindre non seulement Paris, mais d'autres grandes villes françaises. Ayla avait du mal à y croire. Elle avait commencé ce projet avec colère et détermination, espérant peut-être aider quelques dizaines de familles. Maintenant, elle parlait de milliers, de dizaines de milliers, si le projet se développait comme prévu. Mais, comme toujours, quand les choses commençaient à s'améliorer, le destin semblait décider qu'il était temps pour un nouveau test. Olivier commença à se plaindre de douleurs à la poitrine. Il les ignora pendant des semaines, jusqu'à ce qu'Ayla l'entraîne littéralement chez le médecin. Les examens révélèrent de graves problèmes cardiaques, conséquences de décennies de stress, de mauvaise alimentation et de négligence de sa propre santé. Le cardiologue fut direct. Une opération était nécessaire, et rapidement. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient vraiment, Ayla vit de la peur dans les yeux d'Olivier. Pas la peur de la mort, nécessairement, mais la peur de laisser les choses inachevées. Il avait passé la dernière année à essayer de se racheter, à transformer son héritage pourri en quelque chose de valable. Et maintenant, il faisait face à la possibilité que le temps soit écoulé avant qu'il ne puisse terminer. L'opération fut programmée pour 3 semaines plus tard, et il fut décidé que, la veille de l'intervention, il y aurait une cérémonie où Ayla et Olivier renouvelleraient leurs vœux de mariage. Ce n'était pas nécessaire, bien sûr, mais Olivier insista. Il dit qu'il voulait clarifier, publiquement, que ce mariage était réel, qu'Ayla avait tout à fait le droit d'être là où elle était, que rien de ce qu'il avait construit avec elle ne pourrait être remis en question. Les préparatifs furent faits rapidement. Ce serait une petite cérémonie, juste les amis proches et les collaborateurs de l'Institut. Sans faste, sans luxe, juste un dîner simple suivi du renouvellement des vœux. La date fut fixée, les invitations envoyées, le restaurant réservé. 2 jours avant l'événement, Olivier était dans son bureau au groupe Valois, révisant les derniers documents avant de s'absenter quelques semaines pour l'opération. C'était la fin de l'après-midi, et la plupart des employés étaient déjà partis. Il était seul quand il entendit un bruit étrange dans le couloir. Olivier n'était pas homme à s'effrayer facilement, mais quelque chose dans ce son le dérangea. Il se leva, se dirigea vers la porte, l'ouvrit. Le couloir était vide, silencieux. Il haussa les épaules, retourna à son bureau. C'est alors que cela se produisit. Le plafond s'effondra. Pas tout le plafond, juste une section, mais ce fut suffisant. Des poutres en béton, des câbles électriques, des débris de plâtre, tout tomba sur Olivier en quelques secondes. Il n'eut que le temps de lever instinctivement les bras pour se protéger la tête avant l'impact. Le gardien de l'immeuble entendit le fracas et monta en courant. Il trouva Olivier à moitié conscient, coincé sous les décombres, en sang. L'ambulance fut appelée, ainsi que les pompiers. Il fallut 40 minutes pour le sortir de là. Ayla était en réunion à l'Institut quand elle reçut l'appel. Elle laissa tout en plan et se précipita à l'hôpital, le cœur battant si fort que ça lui faisait mal. Quand elle arriva aux urgences, elle trouva les médecins s'affairant frénétiquement autour d'Olivier. Fractures multiples, traumatisme crânien, hémorragie interne. Les prochaines heures seraient critiques. Elle resta dans le couloir de l'hôpital, incapable de s'asseoir, incapable de penser correctement. Des employés du groupe Valois commencèrent à arriver. Henri apparut, à la fois inquiet et furieux. Et c'est lui qui dit ce que tout le monde pensait, mais que personne n'osait dire à voix haute. Ce n'était pas un accident. La police pensa la même chose. L'enquête commença immédiatement. Les experts examinèrent les décombres,
analysèrent la structure du bâtiment. Et ce qu'ils trouvèrent fut troublant. Le plafond avait été délibérément affaibli. Des coupes précises à des points stratégiques de la structure, conçues pour céder sous un certain poids. Et plus encore, le système sonore du couloir avait été manipulé pour émettre ce bruit étrange, précisément pour qu'Olivier se lève et se tienne à l'endroit exact où le plafond tomberait. Quelqu'un avait tenté de tuer Olivier Valois et l'avait planifié avec une précision chirurgicale. La nouvelle fuita dans la presse avant que la police ne puisse la contrôler. Tout Paris parlait de l'attentat. Les spéculations allaient un bon train. D'anciens ennemis d'Olivier? Quelqu'un voulant empêcher les changements au sein du groupe Valois? Ou quelque chose d'encore plus sinistre? Les enquêtes révélèrent quelque chose qui retourna l'estomac d'Ayla. L'attentat était lié à la vieille élite des affaires qu'Olivier avait contrariées en changeant le cap de l'entreprise. C'étaient des entrepreneurs corrompus qui avaient perdu des contrats lucratifs quand Ayla avait commencé à exiger transparence et éthique. C'étaient des politiciens qui avaient perdu des pots de vin quand le groupe Valois avait cessé de participer à des combines. Et la personne qui avait tout coordonné, qui avait accès à l'immeuble, qui connaissait la routine d'Olivier, était quelqu'un qui aurait dû être de son côté. Un ancien directeur qu'Ayla avait licencié des mois plus tôt, mais qui entretenait des relations étroites avec Marthe, la tante de Thomas. Marthe fut interrogée. Elle nia tout, bien sûr, mais son compte en banque racontait une autre histoire. Il y avait des virements suspects, des paiements non déclarés. Elle avait financé l'attentat, mue par la vengeance contre Ayla et Olivier, pour avoir, selon elle, détruit la famille Valois. Olivier resta dans un coma artificiel pendant 5 jours. L'opération cardiaque prévue dut être reportée indéfiniment. Les médecins travaillaient pour stabiliser les fractures, contrôler l'hémorragie, le maintenir en vie. Et Ayla ne quitta pas l'hôpital un seul instant. Elle dormait sur une chaise inconfortable à côté du lit de soins intensifs. Elle mangeait quand Henri ou sa mère l'y forçaient. Elle travaillait de là, coordonnant l'institut via son téléphone, mais l'esprit toujours partagé, revenant sans cesse à cet homme qui était devenu, contre toute attente, quelqu'un d'important dans sa vie. Ce n'était pas de l'amour romantique. Ayla en était consciente. Mais c'était quelque chose de profond et de réel. C'était un partenariat, de la loyauté, la reconnaissance mutuelle de 2 personnes qui avaient choisi de construire ensemble quelque chose de plus grand qu'eux. C'est le 6e jour qu'Olivier se réveilla enfin. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, essayant de comprendre où il était. Et la première chose qu'il vit fut Ayla, assise à côté du lit, les cheveux en désordre, les vêtements froissés, des cernes profonds. Et quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux. Une communication silencieuse qui disait « Nous avons survécu, encore une fois. »« Tu as une mine affreuse », réussit-il à murmurer, la voix rauque à cause du tube respiratoire qui avait été retiré quelques heures plus tôt. « Toi aussi, répondit Ayla, et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. La convalescence serait longue, des mois de kinésithérapie, de réapprentissage de la marche, de gestion des séquelles du traumatisme. Mais Olivier était en vie, et c'était ce qui importait. À mesure qu'il se rétablissait, quelque chose devenait de plus en plus clair. Lui et Ayla avaient développé quelque chose qu'aucun des deux n'attendait en concluant cet accord 1 an plus tôt. Ce n'était pas la romance des contes de fées, mais c'était réel d'une manière que tous deux reconnaissaient comme plus solide que la passion. Ils discutaient pendant des heures, maintenant, de tout, du passé d'Olivier, de la façon dont il s'était perdu dans l'ambition, de l'avenir qu'Ayla construisait, des regrets, des secondes chances, de la difficulté mais de la possibilité de changer même après des décennies à mal faire les choses. Et c'est lors d'une de ces conversations, 3 semaines après l'accident, qu'Olivier posa une question qui les surprit tous les deux. « Tu penses qu'il est encore temps pour moi de devenir quelqu'un de meilleur ?» Ayla lui prit la main faisant attention aux pansements et aux moniteurs. « Tu es déjà quelqu'un de meilleur qu'il y a 1 an, et tu le seras encore plus dans 1 an. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, il s'agit de la direction. » Mais un autre problème émergeait, un qu'Ayla n'avait pas anticipé. Depuis l'accident, depuis qu'elle avait passé tant de temps à l'hôpital à voir Olivier lutter pour sa vie, quelque chose en elle avait changé. Elle se surprenait à penser à lui à des moments inattendus.
à s'inquiéter plus que ce qui serait simplement professionnel, à ressentir quelque chose qui allait au-delà du respect ou du partenariat. C'était déroutant, c'était gênant, et c'était absolument indéniable. Ayla n'était pas amoureuse d'Olivier, pas au sens traditionnel, mais elle avait développé une affection profonde, une connexion qui l'effrayait parce qu'elle n'avait aucune expérience de ce genre de sentiment. Elle avait aimé Thomas d'une manière aveugle, romantique, immature. C'était différent. C'était adulte, complexe, basé sur qui les gens étaient vraiment et non sur qui ils prétendaient être. Et elle ne savait pas quoi en faire. C'est sa mère qui le remarqua la première. Elle rendait régulièrement visite à Ayla à l'hôpital, apportait des plats, fait maison, cette force de volonté que seules les mères savent offrir. Et un après-midi, alors qu'Olivier dormait, elle attira Ayla dans le couloir. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est plus seulement les affaires. » Ayla tenta de nier, mais sa mère sourit simplement de cette manière sage que les mères ont. « Ce n'est pas grave, ma fille, tu n'as pas besoin de tout planifier. Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles qu'on n'attendait pas. » Mais avant qu'Ayla ne puisse complètement analyser ses propres sentiments, avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait entre elle et Olivier, la vie décida de tout compliquer une fois de plus. De nulle part, Thomas Valois revint en France. Pas publiquement, pas en fanfare. Il arriva discrètement, séjourna dans un hôtel anonyme, puis fit quelque chose d'inattendu. Il tenta de rendre visite à son père à l'hôpital. Les gardes de sécurité le bloquèrent. Ayla fut appelée pour décider si elle autoriserait la visite. Quand elle descendit et le trouva dans le hall de l'hôpital, ce fut comme voir un fantôme. Thomas était différent, plus mince, plus âgé, avec une expression défaite qui contrastait totalement avec l'arrogance dont elle se souvenait. « Je veux juste voir mon père, dit-il, la voix basse, presque suppliante. Ton père a failli être tué par des gens que toi et ta famille avez laissés entrer dans vos vies. Tu penses vraiment avoir le droit d'être ici ? Je sais ce que j'ai fait, je sais que c'est impardonnable, mais c'est mon père et j'ai besoin... » Il fit une pause, les yeux embués. « J'ai besoin qu'il sache que je regrette. Tout. » Ayla l'étudia de longues secondes. Une partie d'elle voulait le renvoyer, fermer cette porte définitivement. Mais une autre partie, celle qui avait grandi ces derniers mois, celle qui apprenait sur les secondes chances et la rédemption, hésita. « Je vais lui demander. S'il veut te voir, tu pourras entrer. S'il ne veut pas, tu t'en iras et tu ne reviendras jamais. Compris ?» Thomas acquiesça, visiblement ébranlé par la gentillesse minimale qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Ayla retourna dans la chambre, trouva Olivier réveillé. Elle lui parla de Thomas, observa le visage de son mari traiter l'information. Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. « Laisse-le entrer, » dit enfin Olivier. « Mais reste ici avec moi. Je ne veux pas être seul avec lui. » Alors Thomas entra, et ce fut l'un des moments les plus inconfortables qu'Ayla ait jamais vécu. Père et fils se regardèrent à travers un abîme de rancœur, de trahison, de déceptions accumulées. Thomas tenta de parler, trébucha sur les mots, et finit par dire simplement « Papa, je suis désolé », avant de fondre en larmes. Olivier ne pleura pas. Il ne pleurait jamais, mais sa voix était chargée d'émotion quand il parla enfin. « Tu étais mon fils. Ma seule chance de laisser quelque chose de valable dans ce monde. Et tu as tout gâché par lâcheté et cupidité. Comment puis-je pardonner ça ? » « Tu n'as pas besoin de pardonner, répondit Thomas. « Je ne suis pas venu demander pardon. Je suis venu dire que tu avais raison. Surtout. Sur elle, dit-il, en regardant Ayla. Sur ma faiblesse. Sur la façon dont j'ai gâché toutes les chances que j'ai eues. Il n'y a pas de rédemption instantanée. Pas d'étreinte émouvante et de fins heureuses immédiates dans de telles situations. Mais il y eut, dans cette chambre d'hôpital, le début microscopique de quelque chose qui pourrait, éventuellement, devenir une guérison, ou du moins sa possibilité. Thomas partit après seulement 15 minutes. Il laissa un numéro de téléphone, dit qu'il serait à Paris quelques semaines si Olivier voulait discuter davantage. Puis il s'en alla, emportant avec lui un morceau du passé qui les avait tous hantés. Quand il fut parti, Olivier regarda Ayla avec une expression qu'elle ne put déchiffrer complètement. « Tu aurais pu le renvoyer sans même me consulter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que les secondes chances sont importantes. Tu m'en as donné une, je t'en ai donné une. Peut-être qu'il mérite aussi la sienne, ou peut-être pas. Mais la décision devait être la tienne. » Olivier tendit la main et Ayla la prit.
et ils restèrent là, dans un silence confortable, digérant tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait, tout ce qui était encore à venir. 2 ans. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mariage que Paris avait qualifié de scandale et qu'Ayla avait appelé stratégie. 2 ans depuis qu'elle avait décidé de renverser le jeu plutôt que d'accepter le rôle de victime. Et en regardant en arrière, malgré tous les obstacles, toutes les batailles, toutes les blessures, qui n'avaient pas encore complètement cicatrisé, Ayla savait qu'elle avait fait le bon choix. L'Institut Moreau-Valois comptait désormais 5 sièges à travers Paris et venait d'ouvrir sa première antenne à Marseille. Plus de 3000 familles avaient bénéficié d'un logement digne. 200 jeunes de banlieue avaient reçu une formation professionnelle et trouvé un emploi dans le BTP et l'architecture. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce qui importait vraiment pour Ayla, c'étaient les histoires individuelles, les visages, les noms, les vies qui avaient été transformées. Olivier s'était remis de l'accident, bien qu'il marche avec une légère claudication qui l'accompagnerait probablement toute sa vie. L'opération cardiaque avait été réalisée avec succès des mois plus tard, et il suivait maintenant un régime strict de médicaments et de soins. Mais le plus important, il était vivant, actif et étonnamment transformé. L'homme qui n'avait été qu'ambition et froideur passait maintenant des après-midi entiers à l'Institut, discutant avec les étudiants, donnant des conseils basés sur des décennies d'expérience, finançant des bourses avec son propre argent. Il ne deviendrait jamais un saint, et n'essayait même pas. Mais il était devenu une meilleure version de lui-même, et c'était déjà plus que ce que beaucoup parviennent à faire. Et entre Ayla et Olivier, quelque chose avait définitivement changé. Cela ne s'était pas produit soudainement. Il n'y avait pas eu de moment cinématographique de déclaration passionnée. C'était progressif, construit sur de petits gestes, la façon dont il attendait qu'elle arrive avant de dîner, même les jours où elle travaillait tard, la façon dont elle ajustait ses oreillers quand il s'endormait en lisant sur le canapé, la façon dont il parlait pendant des heures de tout et de rien, trouvant du réconfort simplement dans la présence de l'autre. Ils étaient devenus un vrai couple, bien que d'une manière complètement non conventionnelle. Ils gardaient toujours des chambres séparées, plus par habitude que par nécessité, mais ils se réveillaient souvent dans la même chambre, s'étant endormis en discutant et finissant par partager l'espace sans le prévoir. C'était déroutant, c'était étrange, c'était absolument réel. Et c'est précisément au moment où les choses semblaient enfin se stabiliser que la vie décida de tester Ayla et Olivier d'une manière à laquelle aucun des deux n'était préparé. Tout commença avec un enfant, ou plutôt avec la nouvelle d'un enfant. Ayla découvrit qu'elle était enceinte un mardi ordinaire, lors d'un bilan de santé de routine. Elle était allée chez le médecin pour des nausées persistantes, pensant que c'était juste le stress ou quelque chose qu'elle avait mangé. La dernière chose qu'elle s'attendait à entendre était qu'elle attendait un bébé. La nouvelle l'a pris complètement par surprise. Elle et Olivier étaient devenus intimes, oui, mais ils n'avaient jamais discuté d'enfants, jamais prévu d'agrandir la famille. D'ailleurs, Olivier avait déjà un fils qui l'avait profondément déçu. Pourquoi en voudrait-il un autre? Ayla passa la journée entière à digérer l'information avant de lui en parler. Quand elle rassembla enfin son courage, c'était le soir, après le dîner, sur le balcon de l'appartement où ils avaient l'habitude de discuter en regardant Paris illuminé. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Olivier fut immédiatement sur ses gardes, reconnaissant le ton sérieux. « Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes à l'Institut? De nouvelles attaques? » « Non, rien de tout ça. C'est... » Ayla respira profondément. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut si profond qu'elle pouvait entendre le trafic lointain des Champs-Élysées. Olivier la fixa, traitant l'information comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin. « 3 tests et une confirmation médicale. Oui, je suis sûr. » Olivier se leva, se dirigea vers la balustrade du balcon, regarda la ville. Ayla ne pouvait pas voir son expression, mais elle sentait la tension dans son dos. Les minutes s'étirèrent comme des heures jusqu'à ce qu'il se retourne enfin. « Et qu'est-ce que tu veux faire ?» La question était juste. Ils avaient un mariage non traditionnel, un partenariat qui avait évolué vers quelque chose de plus, mais qui restait indéfinissable. Un enfant changerait tout,
de manière qu'aucun des deux ne pouvait entièrement prévoir. « Je vais avoir ce bébé, dit Ayla, la voix ferme, mais je ne te forcerai pas à être père si tu ne le veux pas. Nous n'avons jamais convenu de ça. Donc si tu veux prendre tes distances, je comprends. » Olivier fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour lui toucher le visage de la main. « J'ai déjà été père une fois, et j'ai lamentablement échoué. J'ai élevé un fils lâche qui m'a déçu à tous égards. Pourquoi est-ce que j'essaierai à nouveau ?» Ayla sentit son cœur se serrer. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Olivier continua. « Mais la différence, c'est que cette fois, je ne l'élèverai pas seul. Je l'élèverai avec toi. Et s'il y a quelqu'un au monde qui peut me faire réussir cette fois, c'est toi. » Il lui prit les mains, et Ayla vit des larmes dans ses yeux. Olivier Valois, l'homme qu'elle avait connu comme un homme d'affaires froid et calculateur, pleurait d'émotion à l'idée d'être à nouveau père. « Tu es sûr ?» demanda Ayla, car elle avait besoin de l'entendre une fois de plus. « Non, je suis terrifié. Mais oui, je le veux. Avec toi. » Ils s'étreignirent. Sur le balcon de ce penthouse, deux survivants qui s'étaient unis par stratégie et avaient trouvé quelque chose de bien plus profond en chemin. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils s'embrassèrent. Pas un baiser de façade pour les photos, pas un baiser de convenance sociale. Un vrai baiser chargé de tout ce qu'ils ne savaient pas exprimer par des mots. La grossesse fut annoncée publiquement 2 semaines plus tard. La réaction fut exactement ce qu'Ayla attendait. Un mélange de félicitations sincères, de spéculations malveillantes et de commentaires cruels sur les réseaux sociaux. Certains disaient qu'elle était tombée enceinte pour garantir l'héritage. D'autres que c'était le coup de grâce final pour Constance, et il y avait ceux qui, simplement, se réjouissaient de voir 2 personnes qui avaient tant affronté construire enfin quelque chose de positif ensemble. Mais ce fut une réaction spécifique qui ébranla Ayla d'une manière inattendue. Axel, l'enfant qu'elle portait, encore sans nom, encore juste une possibilité, avait déjà un demi-frère, Thomas. Et Thomas, qui était resté discret à Paris tous ces mois, essayant de reconstruire sa vie loin des projecteurs, apprit la nouvelle. Et il réagit de manière inattendue. Il demanda à voir Ayla. Ils se rencontrèrent dans un café neutre, loin des endroits qu'ils fréquentaient, loin des regards connus. Thomas paraissait plus âgé, plus fatigué, mais aussi plus authentique qu'Ayla ne s'en souvenait. Les masques étaient tombés, révélant quelqu'un qu'elle réalisa n'avoir jamais vraiment connu. « Je ne suis pas venu pour essayer de me racheter ou demander ton pardon, » commença Thomas. « Je sais que je ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais quand j'ai appris que toi et mon père alliez avoir un enfant, j'ai eu besoin de te dire quelque chose. » Ayla écouta simplement, gardant une distance émotionnelle. « J'ai été élevé dans un environnement toxique. Ma mère m'a appris que la valeur venait du nom et de l'argent. Mon père m'a appris que les sentiments étaient une faiblesse, et je suis devenu exactement le monstre qu'ils ont créé. » Il fit une pause, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Mais je vois ce que tu as fait de mon père. Comment il a changé. Et j'espère que ce bébé, mon demi-frère ou ma demi-sœur, grandira dans un environnement complètement différent de celui que j'ai eu. Pourquoi me racontes-tu ça? Parce que je veux que tu saches que je n'essaierai pas de faire partie de la vie de cet enfant. Je n'apparaîtrai pas pour réclamer des droits ou causer des problèmes. Ma présence n'apporterait que de la négativité. Mais de loin, je prierai pour que vous réussissiez à créer une vraie famille, quelque chose que je n'ai jamais eu. » Il y avait une sincérité authentique dans ses paroles, et Ayla ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. De la compassion. Pas du pardon, c'était encore trop loin. Mais de la compassion pour un homme qui avait été si façonné par son environnement, toxique qu'il avait perdu la chance d'être quelqu'un de meilleur. « Tu sais, dit-elle finalement, un jour, quand cet enfant grandira et posera des questions sur sa famille, je lui dirai la vérité, toute la vérité. Et je le laisserai décider s'il veut te connaître ou non, mais ce sera son choix, pas le mien. » Thomas acquiesça, visiblement ému. « C'est plus que ce que je mérite. Merci. » Ils se dirent au revoir sans étreinte, sans promesse vide d'amitié future. Juste 2 étrangers qui partageaient une histoire douloureuse, et maintenant, de manière inattendue, partageraient un lien de sang à travers un enfant. La grossesse progressa, et avec elle, Ayla et Olivier se transformèrent. Ils devinrent ce genre de couple qui va aux échographies ensemble, qui passe les week-ends à choisir le trousseau, qui discute de prénoms avec sérieux et humour.
Et à un moment donné de ces mois, sans annonce formelle, sans grande déclaration, ils tombèrent simplement amoureux, vraiment. De la manière mature, complexe, basée sur une connaissance réelle de l'autre. C'est Olivier qui dit « Je t'aime » le premier, un après-midi ordinaire, alors qu'il montait le berceau dans ce qui avait été son ancien bureau et serait maintenant la chambre du bébé. Il le dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme on commente la météo. Et Ayla, qui s'était juré de ne plus jamais se permettre d'être aussi vulnérable, répondit « Je t'aime aussi », sans hésitation. Ils choisirent le prénom Axel si c'était un garçon et Mireille si c'était une fille. Des prénoms sans lien avec leur famille problématique, des prénoms qui représenteraient un nouveau départ. L'échographie révéla que ce serait un garçon. Axel Moreau-Valois naîtrait dans 6 mois, mais tandis qu'Ayla et Olivier se préparaient à devenir parents, le monde extérieur, que restait imprévisible. Constance, qui était restée relativement silencieuse après le scandale de l'attentat contre Olivier, revint à la charge. Elle lança une campagne subtile, mais venimeuse, répandant des rumeurs sur la stabilité mentale d'Ayla, sur sa capacité à élever un enfant correctement, sur le fait que ce bébé ne serait qu'un autre outil dans son prétendu plan pour détruire la famille Valois. La presse la plus sensationnaliste adora ce regain de drame. Des reportages s'interrogeant sur la stabilité d'Ayla pour être mère, des psychologues de comptoir donnant des diagnostics à distance. C'était cruel, injuste, et c'était exactement le genre de chose que Constance faisait le mieux. Détruire des réputations par des insinuations plutôt que par des accusations directes. Ayla tenta d'ignorer, mais elle était enceinte, sous l'effet des hormones, et plus vulnérable qu'elle ne l'admettait. Elle commença à douter d'elle-même, à se demander si elle était vraiment prête à être mère, si elle n'était pas égoïste d'amener un enfant dans un monde qui la détestait clairement. Ce fut sa mère, la couturière forte, qui avait élevé Ayla seule dans une banlieue difficile, qui l'a remis sur les rails. « Ma fille, tu crois que j'étais prête à être mère? Tu crois que quelqu'un l'est vraiment? On apprend en faisant. Et tu as quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Tu as un amour véritable. L'amour pour ton mari, l'amour pour l'enfant que tu portes, l'amour pour la cause en laquelle tu crois. C'est plus que suffisant. » Ayla avait besoin d'entendre ça. Elle avait besoin de la confirmation qu'elle n'était pas folle, que ses sentiments étaient valides, qu'elle était sur la bonne voie. Puis vint le moment qui allait tout tester. Axel naquit un après-midi d'automne parisien, après 14 heures de travail qui testèrent les limites de la résistance d'Ayla. Olivier fut à ses côtés chaque seconde, lui tenant la main, épongeant sa sueur, murmurant des mots d'encouragement. Et quand ce petit être humain émergea enfin, pleurant fort, parfait dans son imperfection, quelque chose en Ayla se brisa et se recomposa en même temps. Elle tint Axel pour la première fois et comprit avec une clarté absolue que tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur, toute l'humiliation, toute la lutte, en avait valu la peine pour arriver à ce moment. Parce que ce bébé représentait non seulement un fils, mais la preuve vivante que la transformation est possible, que les gens peuvent changer, que l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables. Olivier pleura en tenant son fils pour la première fois. Des larmes qui contenaient des décennies de regrets pour Thomas, des décennies de dureté qui s'autorisaient enfin à s'adoucir, des décennies de vie mal vécue qui avaient maintenant une seconde chance d'être vécues correctement. Les premiers mois avec Axel furent un tourbillon de couches, de nuits blanches et de petites joies qui semblaient immenses. Voir le premier sourire, entendre le premier rire, assister à chaque petite étape du développement. Ayla découvrit qu'il était possible de tomber amoureuse plusieurs fois par jour de la même personne minuscule. Mais la maternité apporta aussi des défis qu'elle n'avait pas anticipés. Équilibrer l'institut, l'entreprise, la famille, tout en même temps, était presque impossible. Il y avait des jours où Ayla se sentait écrasée, inadéquate, perdue. Et c'est dans ces moments qu'elle découvrit l'importance de demander de l'aide, d'accepter qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, qu'il était normal de ne pas tout gérer seule. Olivier se révéla être un père étonnamment dévoué. Lui qui avait été si absent dans l'éducation de Thomas était maintenant présent à chaque instant possible. Il changeait les couches à 3 heures du matin, fredonnait des chansons fausses pour endormir Axel, portait le bébé en écharpe tout en révisant des documents de travail.
C'était comme s'il essayait de compenser des décennies d'absence sur un seul enfant. Quand Axel eut 6 mois, Ayla et Olivier décidèrent de faire quelque chose de significatif, officialiser encore plus leur union avec une cérémonie de renouvellement de vœux. La première tentative avait été interrompue par l'attentat. Cette fois, ce serait différent, simple, intime, juste pour célébrer ce qu'ils avaient construit. La cérémonie eut lieu dans le jardin d'une petite propriété près de Paris, avec seulement 20 personnes présentes, la famille proche, les vrais amis, les collaborateurs de l'Institut qui étaient devenus une partie importante de leur vie. Axel était là, dans les bras de sa grand-mère, portant un petit vêtement qu'elle avait elle-même cousu. Ayla portait une robe simple, blanche, complètement différente de la robe pompeuse qu'elle avait portée ce jour fatidique des années plus tôt. Olivier portait un costume discret. Et quand ils se firent face, se tenant la main, ce fut différent de tout. « Je ne t'ai pas épousé par amour, dit Ayla, car ils avaient décidé d'écrire des vœux honnêtes. Je t'ai épousé par stratégie, par nécessité, par vengeance peut-être. Mais je suis tombée amoureuse de toi en chemin. Je suis tombée amoureuse de l'homme que tu as décidé de devenir, pas de l'homme que tu étais. Et aujourd'hui, en renouvelant ces vœux, je te choisis vraiment. Pas par convenance, pas par nécessité, par amour. » Olivier avait des larmes coulant sur son visage quand il répondit « J'ai passé 70 ans de ma vie à être un homme que je ne respecte pas. J'ai bâti un empire sur des mensonges. J'ai blessé des gens. J'ai élevé un fils qui me déteste. Et puis tu es apparu, sans demander la permission, sans attendre l'approbation, existant simplement avec toute cette force. Et tu m'as donné quelque chose que je ne savais pas possible. Une seconde chance d'être humain. Je t'aime non seulement parce que tu m'as sauvé, mais parce que tu m'as montré que je valais la peine d'être sauvé. » Il n'y eut pas de baiser cinématographique ni d'applaudissements effusifs. Juste une longue et profonde étreinte, chargée de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble et de tout ce qu'ils vivraient encore. Et quand tout le monde se dispersa pour le dîner, Ayla resta un moment seule, regardant Axel dormir paisiblement dans les bras de sa grand-mère, regardant Olivier discuter avec animation avec des jeunes de l'Institut, regardant tout ce qu'elle avait construit à partir des ruines de ce que d'autres avaient tenté de détruire. Mais la vie, elle l'avait appris, ne laissait jamais personne tranquille bien longtemps. Et quand elle pensait pouvoir enfin respirer, quelque chose allait se produire pour lui rappeler que les batailles n'étaient pas encore terminées. 3 mois après la cérémonie de renouvellement des vœux, alors qu'Axel commençait à ramper et à explorer le monde avec une curiosité infinie, Ayla reçut un appel qui changea tout à nouveau. C'était la police. Thomas s'était présenté au commissariat, disant qu'il devait lui parler d'urgence, qu'il avait des informations sur une menace. Ayla hésita. Sa première réaction fut d'ignorer, de penser que c'était encore un drame, une manipulation de plus. Mais quelque chose dans la voix du policier au téléphone la fit reconsidérer. Il y avait un réel sérieux, une inquiétude sincère. Elle se rendit seule au commissariat, sans en parler à Olivier, pour ne pas l'inquiéter inutilement. Thomas était dans une salle d'attente, visiblement secoué. Quand il vit Ayla, il se leva rapidement. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, de te demander quoi que ce soit. Mais c'est à propos d'Axel, de vous. Des gens préparent quelque chose. » Ayla s'assit, gardant une distance physique et émotionnelle. « Quel genre de chose ?» Thomas respira profondément, comme pour rassembler son courage. « J'ai gardé un contact minimal avec certaines personnes du passé, et grâce à ces connexions, j'ai découvert qu'un groupe, lié aux mêmes personnes qui ont tenté de nuire à mon père, prépare quelque chose contre vous. Ils sont furieux parce que l'Institut grandit trop, parce qu'il change le paysage du BTP, parce qu'il expose la corruption. Et pourquoi me racontes-tu ça? Pourquoi ne pas simplement laisser faire ?» Thomas la fixa, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à une sincérité douloureuse. Parce qu'Axel ne mérite pas de payer pour les erreurs que nous avons tous commises. Il est innocent, et j'ai déjà causé assez de tort. Je ne porterai pas aussi le poids de m'être tu, alors que j'aurais pu éviter quelque chose de pire. Ayla écouta attentivement, pendant que Thomas partageait ce qu'il savait. Des noms, des connexions, des plans vagues de sabotage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour servir d'avertissement. Elle le remercia, étrangement, et partit avec le sentiment que Thomas essayait peut-être vraiment de changer, même de manière maladroite et tardive. Elle raconta tout à Olivier dès son retour à la maison.
Ils renforcèrent la sécurité, alertèrent les autorités, prirent toutes les précautions possibles. Mais il y avait quelque chose dans l'air, le sentiment qu'une tempête se formait et qu'ils n'attendaient que le moment où elle éclaterait enfin. Axel continuait de grandir, ignorant tous les dangers qui rôdaient autour de sa petite vie. C'était un enfant heureux, rieur, entouré d'amour. Et voir cette innocence ne faisait que renforcer la détermination d'Ayla et d'Olivier à le protéger à tout prix. Mais il y aurait un prix à payer. Il y en avait toujours un. Et ce prix était sur le point d'être réclamé d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Ce fut lors d'un événement de l'Institut, l'inauguration d'un nouveau siège, cette fois à Bordeaux. Ayla était là avec Axel, qui avait maintenant un peu plus d'1 an. Olivier était resté à Paris pour des engagements urgents. Et c'est à ce moment de célébration, entouré de gens, de joie, de réussite, qu'Ayla sentit que quelque chose n'allait pas. Axel était agité, pleurant plus que d'habitude. Elle pensa que c'était la fatigue, un excès de stimulation. Mais il commença alors à avoir chaud, à être fiévreux. En quelques heures, la fièvre monta dangereusement. Ayla l'emmena en urgence à l'hôpital le plus proche, le cœur battant la chamade. Les médecins agirent rapidement. Ils firent des examens, écartèrent des possibilités. Puis vint le diagnostic qui fit s'effondrer le sol sous les pieds d'Ayla. Axel avait une grave infection, probablement contractée par quelque chose qu'il avait mangé ou touché. Et son état se dégradait rapidement. Olivier prit le premier vol pour Bordeaux. Il arriva à l'hôpital, le visage bouleversé, la même expression qu'Ayla voyait dans son propre reflet. Ils passèrent 3 jours en veille, pendant qu'Axel luttait, si petit, si fragile, relié à des machines qui semblaient trop grandes pour son petit corps. Et c'est pendant ces jours, dans cet hôpital d'une ville qui n'était pas la leur, qu'Ayla et Olivier découvrirent une force qu'ils ne savaient pas posséder. La force d'attendre, de faire confiance, de continuer à respirer même quand chaque respiration fait mal. Axel se rétablit. Lentement, mais il se rétablit. La fièvre baissa, l'infection fut maîtrisée, et ce sourire lumineux revint sur son petit visage. Et quand ils purent enfin le ramener à la maison, Ayla et Olivier savaient qu'ils avaient traversé une autre épreuve, et qu'ils avaient survécu, ensemble. Mais l'enquête sur l'infection révéla quelque chose de troublant. Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un avait délibérément contaminé quelque chose qu'Axel avait mangé lors de l'événement. Les autorités trouvèrent des preuves de sabotage et la piste, une fois de plus, menait au même cercle d'entrepreneurs corrompus qui voyaient l'Institut comme une menace. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'affaires ou de vengeance. Il s'agissait d'utiliser un enfant innocent comme une arme. Et cela dépassait toutes les limites. Ayla n'était plus cette jeune fille naïve abandonnée à l'hôtel. Elle était devenue une femme qui savait se battre, qui comprenait le pouvoir, qui ne reculerait devant rien pour protéger ce qu'elle aimait. Et cette tentative de blesser Axel avait réveillé en elle quelque chose de féroce, de maternel et d'absolument implacable. La guerre était loin d'être terminée. Mais maintenant, elle se battait non seulement pour la justice ou pour son héritage. Elle se battait pour son fils, et il n'y avait aucune force au monde qui pourrait l'arrêter. 5 ans. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour qui aurait dû être le mariage d'Ayla Moreau avec Thomas Valois et qui était devenu le début d'une transformation que personne, pas même elle, n'aurait pu prévoir. 5 ans qui semblaient une vie entière condensée en chaque jour, chaque défi, chaque victoire arrachée à la force du poignet, à un système qui insistait pour la maintenir à la place qu'il jugeait appropriée pour quelqu'un comme elle. Mais Ayla n'avait jamais été du genre à accepter les places définies par d'autres. L'Institut Moreau-Valois comptait désormais 23 sièges répartis dans toute la France, de Lille à la Côte d'Azur. Plus de 15 000 familles avaient bénéficié d'un logement digne. Près de 2 000 jeunes de banlieue avaient été formés et avaient bâti des carrières solides dans le BTP, l'architecture, l'ingénierie et les domaines connexes. Les chiffres étaient impressionnants, mais restèrent des chiffres. Ce qui importait vraiment, c'étaient les histoires, les vies, les possibilités qui avaient été créées. Ayla était dans son bureau à l'Institut, révisant les projets d'un nouveau siège à Lyon, quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose la poussa à répondre. De l'autre côté de la ligne, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, Constance Valois. « Je dois vous parler. Personnellement. C'est à propos de quelque chose que vous devez savoir. »
Ayla hésita. Tous ses instincts lui criaient de raccrocher, d'ignorer, de maintenir la distance qu'elle avait soigneusement construite. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Constance, une fragilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, qui la fit reconsidérer. Elles se rencontrèrent dans un café discret, loin, de tout endroit où elle pourrait être facilement reconnue. Constance arriva à l'heure, mais c'était une version diminuée de la femme dont Ayla se souvenait. Elle avait visiblement vieilli ces dernières années, comme si toutes les méchancetés qu'elle avait semées la consumaient enfin de l'intérieur. « Merci d'être venue, » dit Constance, la voix basse. « Je sais que je ne mérite pas votre attention. »« Vous ne la méritez pas, » confirma Ayla sans détour. « Alors, pourquoi suis-je ici ?» Constance respira profondément comme pour rassembler ses forces pour ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Parce que je suis en train de mourir. Et avant de partir, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose qui pourrait tout changer. » Ayla sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de satisfaction face à la souffrance de Constance, mais d'appréhension pour ce qui allait suivre. « Il y a quelques mois, j'ai reçu le diagnostic. Un problème grave, sans guérison possible. Les médecins me donnent au maximum 1 an, probablement moins, et j'ai passé ces mois à revoir ma vie, tous les choix que j'ai faits, tout le venin que j'ai répandu. » Constance fit une pause, les yeux embués. « Et j'ai réalisé que j'ai été une personne horrible, pas seulement avec vous, mais avec tout le monde autour de moi. Je ne suis pas venu écouter votre repentir de dernière minute, dit Ayla, mais sans cruauté. Sa voix était juste factuelle, lasse. Je sais, et je ne demande pas pardon. Je suis ici pour vous parler du testament que j'ai préparé. » Ayla devint alerte. Il y avait toujours un piège avec les Valois, toujours un dernier coup. Il y a des années, quand j'avais encore un réel pouvoir sur l'entreprise, quand Olivier m'écoutait encore, j'ai mis de côté une fortune considérable sur un compte offshore, des milliards, de l'argent dont même Olivier ignore l'existence. Et dans mon testament, je vous ai tout légué. Ayla ne put cacher sa surprise. De toutes les choses qu'elle s'attendait à entendre, celle-ci n'était pas sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. Une dernière tentative de contrôle, je l'admets. Constance se pencha en avant. Vous n'héritez que si vous fermez l'Institut Moreau-Valois, si vous abandonnez publiquement tous vos projets sociaux, si vous redevenez juste une autre femme riche sans but plus grand. Ayla n'eut pas besoin de réfléchir. La réponse était déjà en elle avant même que Constance ait fini de parler. Vous pensez vraiment que j'échangerai tout ce que j'ai construit contre de l'argent? Vous me connaissez si peu, même après tout ce temps? Constance eut un sourire triste, presque résigné. Non. Je savais que vous refuseriez, et c'est exactement pour ça que je devais faire cette proposition. Parce que lorsque vous refuserez, publiquement, une fortune de plusieurs milliards pour garder vos principes, plus personne ne pourra jamais remettre en question vos motivations. Vous aurez la légitimité absolue que vous avez toujours méritée. Ayla resta silencieuse, digérant cela. C'était un plan typique de Constance, élaboré à plusieurs niveaux. Mais cette fois, l'intention n'était pas de détruire, c'était étrangement de valider. Pourquoi faites-vous ça vraiment? Parce que j'ai passé ma vie à construire des murs, et vous les avez tous abattus, sans même essayer. Vous avez transformé mon ex-mari en quelqu'un de meilleur. Vous avez créé quelque chose qui compte vraiment. Et moi, j'ai tout gâché. Constance essuya les larmes qui finirent par couler. C'est ma dernière chance de faire quelque chose qui ne soit pas complètement destructeur. Je vous laisse le choix et je laisse le monde voir quel genre de personne vous êtes vraiment. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de déclaration de paix, mais il y eut quelque chose qui s'approchait d'une compréhension mutuelle. 2 femmes qui avaient été ennemies, reconnaissant enfin qu'elles menaient des guerres complètement différentes. 3 mois plus tard, Constance décéda. Son testament fut lu publiquement, comme elle l'avait spécifié. La fortune de plusieurs milliards fut offerte à Ayla à la condition de fermer l'Institut. Et Ayla, devant les avocats, la presse, les témoins, fit son choix. Je refuse cet héritage. L'Institut Moreau-Valois n'est pas à vendre. Il n'a pas de prix, et n'en aura jamais. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui valent plus que n'importe quelle somme d'argent. Et construire un avenir meilleur pour ceux qui n'ont jamais eu leur chance en est une. La réaction fut exactement ce que Constance avait prévu. Même ceux qui avaient toujours douté d'Ayla, même ceux qui la traitaient d'opportuniste, durent le reconnaître. Elle avait refusé des milliards pour garder ses principes,
Il n'y avait aucun argument possible contre cela. La légitimité qu'elle avait conquise par le travail était désormais incontestable. Les dons à l'Institut triplèrent. Les partenariats internationaux se multiplièrent. Et plus important encore, le récit changea définitivement. Ayla n'était plus vue comme la femme qui s'était mariée par vengeance. Elle était vue comme la femme qui avait transformé la tragédie en mission. Mais avec Constance enfin hors du tableau, une nouvelle dynamique familiale commença à se former. Axel, qui avait maintenant 5 ans, était un enfant brillant, curieux, plein de questions sur tout. Et l'une de ces questions, inévitablement, portait sur sa famille, sur ce demi-frère dont il savait l'existence mais qu'il n'avait jamais rencontré. Ce fut Mireille, la fille cadette Kayla, et Olivier avait eu 2 ans après Axel, qui aborda le sujet plus directement. À 3 ans, avec cette honnêteté brutale que seuls les jeunes enfants possèdent, elle demanda pourquoi elle avait un frère qu'elle ne voyait jamais. Ayla et Olivier savaient que ce moment viendrait, et ils avaient décidé, bien avant, qu'ils ne mentiraient pas. Ils s'assirent donc avec les enfants et, dans un langage adapté à leur âge, leur racontèrent la vérité. Sur Thomas, sur ce qu'il avait fait, sur la façon dont il essayait d'être meilleur, sur le fait que la famille est compliquée et imparfaite. « Je veux le rencontrer, » dit Axel, avec cette détermination héritée de sa mère. « Et tu le feras quand tu seras plus grand et que tu pourras mieux tout comprendre, » promit Ayla. « Et alors, tu décideras quel genre de relation tu veux avoir avec lui. Nous ne déciderons pas pour toi. » Mais Axel était têtu et curieux, et quand il découvrit où travaillait Thomas, il fit quelque chose qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait faire. Il prit l'argent de sa tirelire, prit un bus et s'y rendit seul. Quand Ayla découvrit qu'Axel avait disparu, le monde s'arrêta. C'était son pire cauchemar qui se réalisait. Elle appela Olivier, la police, tous ceux qui pouvaient aider. 3 heures de panique absolue jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'appel. Axel était avec Thomas. Elle se précipita là-bas, le cœur battant, sans savoir ce qu'elle trouverait. En arrivant, elle vit Axel assis sur une chaise dans le simple bureau où Thomas travaillait comme consultant pour une petite ONG. Ils discutaient, Thomas visiblement secoué mais gentil, et Axel parfaitement à l'aise. « Il a dit que c'est mon frère, » dit Axel dès qu'il vit sa mère, « et il est gentil. »« Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas que je le rencontre ?» Ayla regarda Thomas qui était debout, les mains tremblantes, manifestement terrifié par les conséquences possibles. « J'allais appeler, » dit-il rapidement, dès qu'il est arrivé. « Mais je voulais m'assurer qu'il allait bien d'abord, qu'il n'avait pas peur. » Ayla attira Axel près d'elle, vérifia qu'il allait bien, puis fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle invita Thomas à dîner. « Pas parce que je t'ai pardonné, pas parce que j'ai oublié, mais parce que mon fils a le droit de connaître sa famille, toute sa famille, et de prendre ses propres décisions quand il sera plus grand. » Ce fut un dîner étrange, inconfortable à bien des moments. Olivier et Thomas se parlèrent à peine, des années de rancœur encore trop présentes. Mais les enfants, Axel et Mireille, ne portèrent pas ce poids. Ils virent simplement un oncle qui leur acheta une glace et leur raconta des histoires drôles. Et c'était peut-être là la vraie victoire d'Ayla. Non seulement construire quelque chose de grandiose, mais créer une nouvelle génération qui n'hériterait pas des blessures et des rancunes, qui aurait la chance de repartir à zéro. Dans les mois qui suivirent, lentement, avec beaucoup de soin, une cohabitation minimale s'établit. Thomas voyait les enfants 1 fois par mois, toujours sous surveillance, toujours dans des lieux neutres. Il n'essaya jamais de forcer plus que cela, respectant les limites qu'Ayla et Olivier fixaient. L'Institut continuait de croître. Ayla devint une référence internationale en architecture sociale. Elle reçut des prix, des distinctions, des invitations à donner des conférences dans le monde entier. Mais rien de tout cela ne changea qui elle était au fond. Elle continuait de visiter personnellement chaque nouveau siège, de discuter avec chaque famille bénéficiaire, se rappelant d'où elle venait et pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Olivier, à 78 ans, restait actif et étonnamment vigoureux. Il était devenu une sorte de patriarche bienveillant de l'Institut, utilisant des décennies d'expérience en affaires pour ouvrir des portes qui seraient autrement restées fermées. Et il était un père dévoué, présent d'une manière qu'il ne l'avait jamais été avec Thomas. Un soir tranquille, 5 ans après que tout ait commencé, Ayla et Olivier étaient sur le balcon de leur penthouse, observant Paris briller au loin. Les enfants dormaient, la maison était en paix,
et pour la première fois depuis longtemps, il y avait un sentiment de plénitude. As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si tu avais simplement accepté d'être abandonné à l'hôtel et que tu avais continué ton chemin? Demanda Olivier. Ayla sourit, ce sourire qui était maintenant plus fréquent, plus sincère. Tous les jours, j'aurais pu devenir amère, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu croire ce que tout le monde disait de moi. Mais alors, je ne vous aurais pas, dit-elle, en désignant la maison où dormaient les enfants. Je n'aurais pas l'institut. Je n'aurais pas découvert de quoi j'étais vraiment capable. Tu m'as sauvé, dit Olivier. Pas pour la première fois. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea Ayla. Tu m'as donné les ressources. Je t'ai donné un but, c'était un partenariat. C'était plus que ça, dit Olivier en lui prenant la main. C'était de l'amour, le genre le plus improbable, le plus compliqué, le plus réel qui soit. Et c'était vrai. Ils avaient commencé comme un accord commercial, une stratégie de deux personnes blessées essayant de renverser le jeu. Mais ils étaient devenus une vraie famille, construite sur des choix conscients, un respect mutuel et un engagement quotidien à être meilleur que la veille. L'histoire d'Ayla n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de prince charmant ni de fin parfaitement ficelé. Elle était désordonnée, compliquée, pleine d'imperfections et de blessures qui n'avaient pas encore complètement cicatrisé. Mais elle était réelle, et c'était peut-être la seule chose qui comptait vraiment. De femme trahie à architecte d'un nouveau monde, de victime à agent de transformation, de quelqu'un que le système a tenté de briser à quelqu'un qui a construit quelque chose que le système lui-même ne pourrait détruire. Des années plus tard, quand Axel eut 15 ans et commençait à s'intéresser à l'architecture, il demanda à sa mère comment elle avait réussi à surmonter tout ce qu'elle avait vécu. Comment elle avait trouvé la force de continuer quand tout semblait perdu. Ayla réfléchit attentivement avant de répondre. Elle voulait donner une réponse honnête, quelque chose que son fils pourrait emporter avec lui. J'ai appris que la vengeance, ce n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal, c'est de construire quelque chose de si grand, de si important, de si beau, que ce qu'ils t'ont fait devient insignifiant. Je n'ai pas gagné parce que j'ai détruit les Valois. J'ai gagné parce que j'ai construit quelque chose qui durera bien plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Et l'Institut ? Demanda Axel. Est-ce qu'il continuera quand tu ne seras plus là ? Il continuera parce qu'il ne dépend pas de moi. Il dépend de toutes les personnes qui croient que le logement digne est un droit, pas un privilège. Il dépend de chaque jeune qui passe par nos programmes et décide d'utiliser ce qu'il a appris pour aider les autres. Il dépend de l'idée que l'architecture, ce n'est pas seulement de beaux bâtiments, c'est de construire la dignité. Axel sourit, ce sourire qui mêlait les traits d'Ayla et d'Olivier. Quand je serai grand, je veux travailler à l'Institut aussi. Je veux continuer ce que tu as commencé. Ayla serra son fils dans ses bras, sentant une vague d'émotion. Parce que cela, plus que n'importe quel prix ou reconnaissance, était la preuve qu'elle avait réussi. Non seulement à construire quelque chose de grand, mais à inspirer la prochaine génération à continuer de construire. L'Institut Moreau-Valois ne serait pas seulement son héritage. Ce serait l'héritage de tous ceux qui ont cru qu'un autre monde était possible et ont décidé de le construire, une brique à la fois. Et quand Ayla regardait en arrière, ce jour fatidique 5 ans plus tôt où elle avait été abandonnée à l'hôtel devant 200 personnes, elle ne ressentait plus de douleur, elle ressentait de la gratitude, parce que cette humiliation publique avait été le catalyseur d'une transformation qui avait changé non seulement sa vie, mais la vie de milliers de personnes. Elle avait été brisée, et avec les morceaux, elle avait construit quelque chose de bien plus fort qu'elle ne l'avait jamais été entière. Ce n'était pas par vengeance, c'était par vision, par mission, par justice. Et à la fin, elle n'a pas seulement survécu, elle a transformé le monde autour d'elle. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Ayla et Olivier a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de résilience, de transformation et d'amour construit dans les circonstances les plus improbables, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, montrant qu'il est possible de reconstruire sa vie même après les plus grandes tragédies. Nous vous attendons pour le prochain épisode.